Média Sorare. Média Sorare. Le premier podcast francophone dédié à Sorare. Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du podcast Média Sorare. Pour rappel, Média Sorare, c'est un site d'actualité qui partage des articles, des analyses ainsi qu'un service d'accompagnement personnalisé pour ceux qui désirent se lancer ou s'améliorer dans le jeu. Lors de la précédente édition, j'ai pu accueillir Jean-Michel, alias Podernos, streamer Sorare et spécialiste des U23. Et pour cette nouvelle émission, j'ai le plaisir d'accueillir Germain, alias Will Smith, spécialiste de l'achat-revente. Salut Germain. Salut Mehdi, comment ça va? Écoute, très bien. Merci d'avoir répondu positivement à mon invitation. Merci beaucoup déjà de m'avoir invité. C'est vraiment, c'est presque un honneur de participer à ce qui est quand même le show média le plus populaire de Sorare, je pense. Ouais, ça c'est très gentil. Disons au niveau audio, ouais. Après, au niveau vidéo, stream, etc. J'en ai invité beaucoup. Il y en a vraiment énormément. Je trouve qu'ils font vraiment du travail quali. Au niveau audio, c'est vrai que ce qu'on fait c'est pas mal. En tout cas, c'est bien apprécié parce que il y a aussi la qualité des invités qui y jouent pour beaucoup. J'ai pas dit le meilleur, j'ai dit le plus populaire. Ah, voilà. Ok, ça va. J'accepte alors. Ça, j'aime bien accepter. Et toi, tu n'es pas streamer, donc. Et pour la petite histoire, je pense qu'on s'est entreaperçu au mois de juin quand il y a eu cette réunion. On a discuté, on était pas loin, on se partageait le même pichet de bière. Ouais, c'est vrai, mais bon, on n'est pas resté vraiment très longtemps. Comment dire, on n'a pas passé un temps considérable à échanger. Il y avait tellement de monde, et puis voilà, c'est vrai que l'énorme pichet, je m'en rappelle. Mais après, c'est vrai qu'on s'est un peu perdu, donc je pense qu'on va tout ce qu'on devait se dire, on va se le dire là aujourd'hui. On a une bonne heure devant nous, donc j'espère que ça va être sympa et que tu vas passer un bon moment. J'espère aussi que les auditeurs passeront un bon moment. Écoute, voilà, y a pas de quoi. C'est ça Sorare, hein, c'est s'amuser, c'est du fun. Voilà. Quand on écoute les médias Sorare, voilà, on apprend un peu de choses, mais surtout, voilà, on est content d'entendre des gens parler de ce qu'on aime avec de la bonne humeur, un point de vue, etc. J'espère que ça apportera autant de plaisir aux auditeurs que moi j'en ai à l'écouter. Écoute, je pense bien, même si tu n'es pas streamer, en tout cas sur Twitter, t'es un manager très apprécié, actif, reconnu comme étant vraiment un expert dans l'achat-revente. J'ai déjà accueilli d'autres spécialistes par le passé. Je me rappelle, il y a eu Parieur Panache, Vitali, Charcot évidemment. Et là maintenant toi, avec un point de vue, je pense, un peu différent. Mais avant d'attaquer ton aventure et ta stratégie Sorare, est-ce que tu peux te présenter à la communauté? Très bien, alors moi je m'appelle Germain, j'ai 37 ans et 3 enfants. Je précise parce qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de pères qui jouent à Sorare, vu le temps que les deux activités prennent. Et je pense aussi être parmi les plus vieux. Je sais quand il y a déjà eu quelques messages là-dessus sur Twitter. Je sais qu'il y a des gens de 55, 60 ans qui jouent. Je suis émerveillé, voilà, par leur passion. Et voilà. Donc je pense que je vais parler de choses. Je suis un ancien, quoi, par rapport aux références que je vais citer en termes de joueurs, etc. Donc voilà, j'ai 37 ans. Je travaille à la télévision globalement. J'écris des sketchs pour scènes de ménage et en famille. Enfin ça, j'ai fait ça longtemps. Et là maintenant, j'écris pour le cinéma. Voilà. Très intéressant. Et tu habites où? Tu viens d'où? Je viens de la région parisienne. J'habite à côté de Paris, à Colombes, dans le 92, ville olympique. Et voilà, je travaille à Paris. Je vais à Paris tous les jours. Je suis parisien et c'est juste, je me suis excentré parce que j'ai 3 enfants. Je comprends. Donc, tu travailles pour la télévision, tu écris pour le cinéma. T'as déjà, c'est quoi c'est vraiment le cinéma, le grand écran? Oui. En fait, j'ai travaillé je travaillais pour la société qui fait scène de ménage et en famille. C'est 2 séries qui passent sur M6. Ça passe à 20h, ça fait 4-5 millions de spectateurs. Je pense que c'est assez populaire. Et j'ai eu la chance de diriger la 2e série en famille pendant 3 ans. Où vraiment, j'étais le patron de la série. Donc j'avais 200 personnes sous moi, etc. Et je faisais tout du recrutement des auteurs jusqu'au choix de l'assiette sur le plateau de tournage. C'était vraiment une expérience incroyable, mais extrêmement fatigante aussi. Et à côté, j'ai eu des propositions pour écrire des films au cinéma. Et comme mon rêve d'enfant, c'était de voir un jour un film que j'ai fait au cinéma. Et là, je me suis dit, allez, je prends le risque. Et j'ai tout
j'ai tout lâché pour écrire mon premier film. Là, normalement, si tout se passe bien, le premier film entre en tournage en mai 2023. Voilà, s'il n'y a pas de Covid, pas de problème avec les distributeurs. C'est tellement énorme cette industrie. De toute façon, tout peut arriver. En gros, c'est à partir du moment où il y a une promesse, un petit oui. Après, c'est un marathon de choses qui ne peuvent que le faire annuler. Il faut vraiment foncer, baisser la tête, foncer et se dire que voilà, avec un peu de chance, ça va passer. Mais c'est vraiment très très compliqué. Tu pourras réaliser ton rêve, quoi. Oui, bah là, le but c'est ça. Le but, j'ai de la chance dans la vie. J'ai pu faire la chose que je voulais. Enfin, alors, comme tous les petits enfants, je voulais être footballeur professionnel. Ça a foiré. Mais sinon, c'était travailler dans le milieu du cinéma. Et voilà, je suis à deux doigts. Quand j'étais petit, on m'a toujours dit que c'était impossible. J'ai toujours poursuivi ce rêve et j'ai travaillé pour. Et voilà, là, je suis vraiment, c'est pas très très loin de payer. C'est comme pour faire une métaphore sur Sorare, c'est comme un début de Game Week où t'as ton équipe qui a cartonné et tu sais qu'il y en a 250 ou 500 qui vont passer derrière avec des énormes joueurs et tu peux perdre ta première place à tout moment. Bon, voilà, c'est exactement le même sentiment. Écoute, mais sur des années. Je te souhaite bonne merde. C'est vraiment autant de succès que ta Game Week juste avant d'être invité. Donc pour la boutade, en général, mes invités, enfin pas en général, c'est quasiment systématique à l'une ou l'autre exception. L'invité après son passage sur le podcast, il fait une superbe performance en SO5. Toi, voilà, t'as voulu faire différemment et ton gros résultat, tu l'as fait juste avant cette semaine-ci. Donc écoute, je te souhaite le même succès. J'espère que c'est annonciateur d'une prochaine Game Week aussi où je ferai encore un résultat incroyable. La foudre elle peut tomber 2 fois au même endroit. Hein. Écoute, on verra bien. Le futur nous dira effectivement si t'as eu de nouveau de la chance, mais en tout cas pour ton projet cinéma, je croise évidemment les doigts pour toi. Quelles sont tes passions en dehors donc du cinéma et je présume que ton nom de manager Will Smith, c'est la référence cinématographique. Oui, c'est pas que pour ça, c'est aussi parce que enfin avant sa claque aux Oscars, Will Smith c'était le mec le plus cool du monde pour moi. J'ai jamais vu un mec aussi cool, que ce soit dans ses projets, dans la vie, dans ce qu'il transmet, etc. Enfin, c'est vraiment une idole. Voilà, moi j'ai grandi avec Le Prince de Bel-Air, avec Independence Day, Bad Boys. Voilà, et tout le monde voulait. Enfin, en tout cas, moi je voulais être cool comme Will Smith. Et c'est pour ça que je me suis dit non de manager Sorare. Je me suis dit s'il y a quelqu'un qui voit Will Smith vous a fait une offre, ça te donne peut-être envie de l'accepter. Tu vois, tu te dis le gars est sympa. C'est un mec sympa qui fait l'offre. Et avec ton résultat, ta première place, t'as pas fait une danse à la Carlton pour fêter ça? Je sais, non, faut mieux pas que j'essaie des trucs comme ça à danser, mais j'étais sur le stream de Ben Code. Voilà, Ben Code, je pense que plein de gens le connaissent déjà, il est déjà passé chez toi, c'est spécialiste de la MLS, et il a justement une danse sur son live Twitch qui s'appelle Le Bonheur, et il a lancé Le Bonheur, et j'avoue que je me suis un peu déhanché quand même à ce moment-là. Quand même. Donc tu disais, tes passions à côté du cinéma et de Sorare. Le cinéma, après c'est comme le foot évidemment, hein, et les panini. Panini, c'est depuis que je suis tout petit, j'ai vraiment depuis je pense que j'ai 4 ans, je pense tout mon argent de poche passait dans les panini à l'époque et même encore maintenant, j'en achète pas mal. En tout cas, mes enfants, dès qu'ils en veulent, ils peuvent en avoir. Et j'ai même tenu une boutique sur eBay d'achat-revente de panini. Et chez moi, par exemple, j'ai 2 albums complets, France 98, Coupe du Monde, avec non collés, etc. Enfin, ça n'a pas de sens. J'ai une collection de panini qui est énorme. Et sinon, les jeux vidéo, Football Manager comme beaucoup. Football Manager, j'ai grandi dans un village de 200 habitants. Football Manager, c'était mon meilleur ami et je passais tout mon temps dessus. Je pense que ça m'a beaucoup servi dans la vie en général parce que ça apprend à fouiller, à chercher, etc. Aller chercher vraiment comment réussir un assemblage pour gagner, pour avoir un objectif, et aussi pour Sorare parce que voilà, ça m'a donné envie, ça m'a donné le goût de fouiller, de chercher les petites pépites, de se dire je vais aller voir un peu ce qui se fait à gauche et à droite, comment je peux avec les moyens qui sont les miens parvenir à
à faire un résultat. Il y a les voyages aussi. J'adore voyager. Dès que je peux, je pars. C'est un peu plus compliqué depuis 2 ans et demi avec le Covid, troisième enfant. C'est beaucoup plus dur. J'ai une passion pour le Japon depuis comme toujours. Desglingo. Pareil. Comme Desglingo. Desglingo, lui, c'est toute l'Asie, oui, effectivement. Lui. Mais c'est vrai. Moi, c'était le Japon. Ça a grandi, je pense, avec les dessins animés de notre enfance, avec les Olive et Tom, les Dragon Ball Z. Et c'est poursuivi avec les mangas, vraiment comme tout le monde. Et puis c'était surtout quand j'étais petit, ceux qui allaient au Japon. Enfin, il y avait très très peu de gens qui voyageaient aussi loin. Quand t'allais là-bas, c'était l'autre bout du monde, etc. Tu revenais avec des objets qui sortiraient 2 ans plus tard en France et tout machin. Et dès que j'ai eu l'occasion de voyager, c'est vrai que une des premières choses que j'ai voulu faire, c'est aller là-bas. Et en fait, quand je t'arrive là-bas, c'est tout le contraire de ce que j'imaginais. J'imaginais un monde futuriste, etc. Alors qu'en fait, c'est très très zen. Les gens sont très gentils. Tu manges sainement, etc. C'est fou. Et en gros, quand je suis là-bas, j'ai l'impression d'être un peu la meilleure version de moi-même. Et j'adore ça. Et j'adore la société en tant que touriste. J'adore la société japonaise. Et voilà, dès que j'y peux, j'y retourne. Et du coup, c'est aussi ça qui m'a permis c'est ça qui m'a fait rentrer après sur Sora, c'est de voir qu'il y avait le championnat japonais. Et n'empêche, ça m'a donné envie de y aller en me disant tiens, je vais pouvoir à travers Sora en découvrir encore un peu plus sur le Japon. Ok, c'est un peu comme Desglingo aussi. Il est en fait c'est toute l'Asie, mais il est dingue du Japon, de la culture japonaise. Je me rappelle très bien de l'échange qu'on a eu là-dessus. Et donc t'aimes bien aussi cuisiner. On me rappelle lors de la préparation, là, je sais plus si t'étais avant-hier, on dit ouais, mais je suis en train de cuisiner, je vais t'envoyer ça. Je dis tu t'aimes aussi cuisiner. Et pour le coup, tu cuisines japonais ou pas forcément? À Paris, on a la chance d'avoir tous les produits. Moi, je traîne beaucoup rue Sainte-Anne, du coup, si vous voyez un gars rue Sainte-Anne avec la casquette Sora, c'est forcément moi. Je me promets. J'ai eu la chance de gagner il y avait eu un sac de goodies à gagner une fois dans une Game Week par Sora. J'ai la chance de gagner, j'ai le t-shirt et j'ai la casquette et je les mets tout le temps en me disant, je vais aller dans la rue avec un casquette Sora et il y a un gars qui va me reconnaître et on va en discuter. Parce que bon, j'adore parler de ça et pour l'instant, personne ne m'en a jamais parlé une seule fois. Je l'ai emmené en vacances, je l'ai emmené partout, ma casquette sur la plage à Barcelone. Personne ne m'a jamais parlé, hein. N'hésitez pas en tout cas. C'est encore early. Si jamais vous croisez avec. C'est comme s'il y a un gars qui se promenait il y a 7-8 ans avec une casquette Bitcoin, quoi. C'est un peu ça. Mais non, et voilà. Donc j'ai de la chance d'être dans le quartier rue Sainte-Anne. Il y a tous les produits japonais qu'on veut. Mes filles sont fans de bubble tea. Dès qu'on est en week-end, on fait des détours là-bas dans les quartiers pour en prendre. Et puis du coup, je leur cuisine. Leur petit déjeuner préféré, c'est le petit déjeuner japonais. Nous, il y en a que c'est le petit déjeuner anglais. Nous, c'est le petit déjeuner japonais. C'est du riz avec de l'œuf cru et de la sauce soja. Et c'est ça tous les week-ends le matin. C'est ce qu'on mange. Génial. Bon, on va pas discuter cuisine. J'adore la cuisine aussi japonaise et c'est ce que tu m'avais dit. Ouais. Et je cuisine aussi, mais bon, on en discutera en aparté. Retour à notre. Avec les produits frais du jardin. Oui. Écoute, figure-toi, alors je vais terminer là-dessus, que j'ai planté pour la première fois des radis blancs, les fameux radis daikon, les radis japonais. Daikon, hein. Voilà. Et là, je les ai récupérés avant-hier et je vais les cuisiner. Je vais essayer de faire la recette, tu vois, quand c'est servi avec les makis, la marinée quand ils sont jaunes. Donc j'ai trouvé une bonne recette dans un de mes bouquins et écoute, je vais la faire à mon avis tout à l'heure ou au plus tard demain. Donc je t'en donnerai des nouvelles. Ah ouais. Ah non mais ça donne trop envie. Hein. Non mais là rien que tu m'en parles, et moi j'ai envie de. Je sais que j'ai des lasagnes à faire ce soir, mais il y a plein de parents, ils se plaignent. Oui, je dois cuisiner, etc. Ou qui réchauffent des plats. Mais moi j'adore ça. Mes enfants en plus ils savent que j'adore partager avec eux et ils viennent à côté de moi et ils me demandent toujours de goûter, de faire ce que je fais. C'est super pour le partage, pour la découverte de plein de choses. En plus, on a quand même eu 2 ans, enfin 1 an quasiment, on était chez nous, on n'avait rien à faire. Je peux te dire que là, je pense que c'est revenu aussi à ce moment-là. Mais le désir de cuisiner, il y a pas grand-chose dans la maison aussi cool à faire que ça. Je te suis. Je partage aussi ce sentiment-là. Il y a juste encore pour terminer ta présentation, tu es aussi dans l'e-sport. Alors je suis pas dans l'e-sport en fait, j'ai été dans l'e-sport, j'ai eu la chance en fait sur scène de ménage et en famille, on avait un petit stagiaire qui était là et qui nous racontait des histoires où il
m'a dit, je joue à des jeux vidéo, il y a 1000 personnes qui regardent, etc. Moi, j'étais là, je disais, mais bien sûr, t'es gentil et tout, machin. Et un jour, il nous a vraiment montré, et c'était vrai, et le gars était devenu champion d'Europe de Call of Duty. Et il me dit, et c'était il y a 10 ans à peu près, et il me dit, je suis sûr que c'est un business qui va se lancer, l'e-sport et tout, c'est sûr, il y a les marques qui vont venir, etc. Et j'aimerais bien monter une entreprise. Et du coup, avec un autre collègue, on l'a aidé à monter une entreprise, et c'était Team Vitality. Et donc voilà, donc on a monté Team Vitality ensemble. Lui, il connaissait déjà toute la scène, il connaissait les gros joueurs, donc on a réuni Gotaga, Broken, etc. Et on a créé cette structure. Donc lui, il s'occupait vraiment des relations avec les joueurs, etc. Moi, j'étais beaucoup plus en retrait. Moi, tout ce que je m'occupais surtout de faire les contrats et un peu des trucs, tout ce qui était à voir avec les avocats, les comptables, etc. Et surtout, les deux travaillaient avec moi. Les deux travaillaient en gros pour moi. Et en fait, je les couvrais. Ils faisaient à la fois Vitality, et en même temps, on faisait leur taf, mais du coup, je faisais 80% de leur travail. Et voilà. Et comme ça, ils pouvaient continuer à travailler également. Et en fait, Vitality, ça a grandi, c'est devenu le numéro 1 d'e-sport. Mais moi, je suis parti au bout de 2 ans parce que justement, on m'avait proposé de prendre la tête de la série pour M6, et je pouvais pas faire bien ces deux choses-là en même temps. Donc c'est pareil, j'avais un plan qui était de faire du cinéma. Je me disais, déjà, je pensais pas que ça fonctionnerait autant. Et la deuxième chose, c'était que je voulais réussir aussi dans le domaine que j'avais choisi. L'e-sport, j'adorais ça. Hein. Depuis que j'étais tout petit, je faisais des compétitions. J'ai fait des compétitions de Gran Turismo à partir de, je devais avoir 11, 12 ans, etc. Je jouais comme un dingue. Mais voilà, et j'avais un rêve, et voilà, et ils ont fait quelque chose, une entreprise magnifique, vraiment Vitality. C'est quand je vois le travail qu'ils ont accompli tous les jours, je me dis mais quand même c'est vraiment un truc de dingue. Ils sont partis de rien. Pour le coup, il y a des entreprises qui partent de vraiment rien, mais qui sont aidés, etc. Eux, ils sont vraiment les deux fondateurs, et ils ont tout construit tout seuls, et c'est un succès, même j'ai envie de dire mondial. Ils font des compétitions champions du monde, ils sont champions du monde dans énormément de disciplines. Et de me dire que voilà, j'étais au tout départ, et ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Et en plus, ça m'a apporté une certaine aisance qui me permet de pouvoir encore aujourd'hui rêver à faire du cinéma, parce que sinon, ça me tend. Je pense que si j'avais pas eu ça, ça m'aurait mis trop de temps pour pouvoir se consacrer uniquement à ça. Ouais, tout à fait. Super. On va attaquer maintenant Sorare. Comment est-ce que tu as connu Sorare? Bon, je présume à Panini, avec tout ce que tu nous as dit, t'as dû être touché assez rapidement par Sorare. Sorare, j'ai entendu parler pour la première fois, c'était l'été 2020, je pense. Et ça faisait déjà un petit bout de temps que ça existait, je pense, c'était 2020. Et ouais, tout à fait, plus d'1 an. Mais c'était quand même, je pense que si j'étais là, j'étais un peu, si j'avais commencé là, j'aurais été un peu dans les early, mais en fait, moi, j'avais trop de travail à ce moment-là. Et je me dis, comme tu dis, crypto, ça fait 10 ans que je suis dans la crypto, où je saoule tout le monde avec la crypto depuis je pense depuis le lancement de l'Ether, en gros, quasiment. Moi, j'ai acheté les Ethers, c'était pas les lancements, mais j'ai acheté les Ethers à 7 €. Hein. Ouais. Donc c'était il y a un bout de temps. Et je les ai revendus avant, maintenant, si je les avais gardés maintenant. C'était il y a, je suis quand même plus sur Sorare. À mon avis, il y a 6 ans, je pense. Je crois que ça tournait, il y a 6-7 ans. Non, il y a 6 ans. Il y a 6 ans, je pense que c'était en dessous. Je vais vérifier, mais je te laisse parler. D'accord, pas de souci. Et donc, du coup, l'été 2020, Sorare, j'ai trop de travail, et voilà, je me dis, ça va me prendre tout mon temps, je peux pas me lancer dans ce truc-là, c'est sûr. Après, à l'hiver, on m'en reparle, etc. Des copains, pareil, qui sont à fond dans le foot et qui regardent d'un œil lointain les cryptos, ils me disent, toi, ça devrait t'intéresser. Là, je regarde un peu plus, etc. Et là, je me dis, c'est pareil. Si je me lance là-dedans, ça va me prendre trop de temps, Et puis, vient mars, l'annonce de la vente de la Cristiano Ronaldo. Et là, je me dis, bon, je vais aller jeter un coup d'œil. Je mets 200 €. J'achète 4 cartes pour faire une équipe alliée, parce qu'à l'époque, on avait des goals communs. Donc, je fais une équipe alliée, et je regarde un peu comment ça marche. Et avec les quelques paliers que je récupère, je vais en récupérer 2 ou 3. J'achète des cartes, et je me dis, tiens, je les garde pour un peu plus tard, voir. C'est des joueurs qui jouent pas, mais peut-être qu'un jour ils vont jouer, etc. Et il y en a un qui joue, et là, tout de suite, je fais x3. Et là, je me dis, il y a un marché qui est très
très très réactif quand même, c'est pas mal. Du coup, pendant les vacances en mai, je pense que c'est pour le 1er mai. Le 1er mai, je me dis allez, c'est parti. J'ai regardé, j'avais 3 Ethers qui traînaient. J'avais un compte 3 Ethers, c'était tout ce qui me restait de cette époque des cryptos, et je me dis allez, je mets ça, je construis des teams et je joue le maximum de compétitions en même temps. C'était 3 et voilà, je vais essayer de gagner une compétition. Je me dis, je le fais sérieusement. J'avais un peu analysé le calendrier, j'avais vu que l'Asie jouait et les États-Unis jouaient et qu'il y avait pas grand monde qui avait l'intention de suivre. Il y a Gamba, Osaka. Osaka, j'y suis allé. Voilà, c'est une ville sympathique, etc. Et j'ai vu que les gars avaient eu le Covid et qu'ils avaient des matchs à récupérer. Ils devaient avoir 10 matchs à jouer en 6 semaines. Et je me dis bon, au pire, si c'est même juste pour attraper les paliers, je vais me prendre 5 gars de Gamba. Et c'est les 5 joueurs dont je les ai achetés en mai 2021 et c'est les 5 joueurs qui m'ont fait gagner la semaine dernière. Magnifique. Vraiment, Ouais. pour la petite histoire, voilà, Ethereum, effectivement, ça a commencé à décoller, en fait, à sortir des 10-15 dollars en février 2017, donc ça devait être certainement en 2016, un truc comme ça. Donc, pour revenir de Sorare, pour présenter un peu ta galerie aux auditeurs, donc ta date officielle d'inscription, c'était le 19 mars 2021. Tu as énormément de cartes. On est en octobre 2022, tu as 557 cartes limited, 271 cartes rares, 50 cartes super rares, donc t'es bien au 200, enfin tu te rapproches des 900 cartes, tu as gagné 143 rewards quand même depuis le début, une première victoire il y a quelques jours, et tu as une galerie qui est estimée aujourd'hui à 30 Ethers, donc voilà, t'as mis 3 Ethers, ça a quand même fait x10 en valeur Ether en un an et demi, et tu as un reward winning line-up, donc le pourcentage quand même de 14%, qui est quand même assez élevé pour quelqu'un qui fait quand même beaucoup d'achats-reventes. Non, mais je me l'explique pas. Non, mais après il y a un truc avec les grosses galeries, et en vrai, c'est un paradoxe vraiment fou. C'est par exemple quand je vois des comptes comme ceux de Pavel et Super Ousmane, je me dis avec les cartes qu'ils ont, ils arriveraient juste à bien piocher dedans. Ils devraient tout remporter. Ils ont toutes les cartes possibles. J'ai beaucoup de cartes pour faire de la R. J'en ai heureusement parmi celles-ci quelques-unes qui sont très bonnes et qui me permettent quand même d'accrocher les paliers. Après c'est aussi des questions de passion au fur et à mesure, mais je pense que je détaillerai ça juste après. Mais en gros, à un moment, j'ai quand même pris des joueurs aussi qui me font plaisir, et ceux-là souvent ils performent. Enfin, j'ai pris Hulk, ça fait 15 ans que je suis fan de ce joueur. Là, je l'ai pris au Brésil en limited. Je l'ai pris au début vraiment pour la collection. Et j'avais pris la version Player of the Year, et en fait dès que t'alignes Hulk, en gros tu gagnes une récompense. Souvent c'est des T3 pourris, mais le scoring de ce gars-là il est fou. Ouais, c'est vrai, quand il a commencé c'était assez impressionnant, et en plus il jouait tous les matchs. Ah oui, mais même maintenant là il se blesse un petit peu, mais sinon dès qu'il est là, il y a que lui devant, et son équipe en fait elle marche quand même super bien. Du coup j'avais continué en faisant un stack de son équipe, et puis voilà, c'est pareil, tu fais quelques places parce que ça gagne 3-0 chez le dernier, tout de suite t'as une récompense. On revient un peu à tes débuts. Donc à l'époque où tu mets tes 3 Ethers, t'achètes tes fameux 5 joueurs de Gamba. Et quelques autres, j'ai pas mis 3 Ethers sur les gars de Gamba. Non, j'ai bien compris. Donc entre autres ces 5 joueurs de Gamba, et quel résultat ça a donné, et comment est-ce que tu as fait évoluer ta stratégie par la suite? En fait le truc c'est que je fais ça, et tout de suite une place de ouf, je crois 28e ou un truc comme ça. Boum, voilà, je me dis ok, ça va être facile le jeu. C'est vraiment tout début, je fais 28e, je gagne une carte à 0.2 ou 0.3 ETH. Diego Oliveira, l'attaquant de Tokyo, qui marquait à tous les matchs. Pareil, l'année dernière, c'était un peu un cheat code, une carte vraiment qui te faisait gagner quasiment une carte dès que tu la mettais. Et là, je me dis ça va être facile, je vais gagner tout le temps, c'est sûr. Et l'Europe revient, et à partir de là où l'Europe revient, les cartes japonaises elles m'ont servi à rien. Vraiment, c'était mort. C'est plus compliqué. Du tout. C'était même en Asia, je prenais quelques cartes en Asia, mais c'est vrai que à ce moment-là, pour la All-Star, c'était difficile. Et donc, je décide de passer en full achat-revente.
Là, c'est la première. En gros, comme je dis souvent, aux gens quand ils viennent me voir en me demandant des conseils, etc. Je leur dis, il faut que vous sachiez ce que vous voulez faire, parce qu'on peut pas faire toutes les stratégies en même temps, surtout quand tu débutes, t'as pas la galerie, etc. Donc moi, à ce moment-là, je dois avoir une galerie. J'ai gagné quelques récompenses et ma galerie, elle doit valoir dans les 6 ETH. Bon, j'ai doublé déjà, c'est pas mal, mais c'est surtout avec j'avais acheté quelques joueurs qui jouaient pas et j'ai réussi à les revendre beaucoup plus cher et surtout j'avais fait quelques coups sur les gardiens. J'ai eu de la chance, j'ai acheté Slonina, je dois le payer 0.060. 2 semaines plus tard, il devient titulaire. Bon bah voilà, la carte elle passe à 1 Ether 5, ma galerie elle fait quasiment fois 1,5 juste sur une carte. Et donc du coup ma galerie elle vaut 6 ETH en début décembre et je me dis bon bah à ce mois-là, j'avais pas trop de travail, je vais faire que ça, c'est le mercato bientôt, je vais préparer pour pouvoir faire un maximum revendre de un meilleur bénéfices. prix en fonction des news, quoi. Exactement. J'achète tous les joueurs qui sont susceptibles de partir. Tous les joueurs en limited. Beaucoup en limited. J'en achète certains en multiples exemplaires, etc. Et pas c'était quoi, forcément t'avais des bons joueurs, hein, c'est ça le truc. Mais par exemple, identifié les joueurs comment? c'était souvent ceux qui sont bons et qui ne jouent pas dans un club et pour une raison quelconque et qui vont tu sais qui vont avoir par exemple un bon en fait le truc c'est que je me souviens surtout de ceux qui ont pas marché. Je me souviens pas forcément de ceux qui ont marché. Mais par exemple, je savais qu'Arthur de la Juventus, ça le faisait pas du tout. Il allait partir. Normalement, il y avait des rumeurs, etc. Pour voir qu'il aille à Arsenal et tout. Et Arthur, j'en avais acheté une flopée et je m'étais dit le jour où il va à Arsenal, hop, je vais faire un peu de bénéfice dessus, c'est certain. Je faisais ça tous les jours, toute la journée. Voilà, c'était toute la journée, c'était devenu mon taf H24. Je regardais les news. Dès qu'il y avait une news qui sortait, j'achetais le joueur. J'attendais que le transfert se fasse. Ça se faisait pas, j'avais perdu. Bon bah, c'était pas à 100%. Voilà, comme je te dis, il y a Arthur, il y en avait d'autres comme Arthur. Il y avait aussi Neto, le gardien de Barcelone, le gardien B, qui devait partir. Je crois que j'en ai 10 des Neto, ils sont toujours dans ma galerie. Et il devait partir au Brésil, ça s'est pas fait, mais globalement, je pense 80% des gars sont partis et là donc j'étais à 6 Ethers début décembre, 10 Ethers fin décembre. OK, je me dis c'est pas mal. Je refuse du taf d'écriture pour janvier et je me dis je me refais un petit mois et pendant que c'était le mercato et là 15 Ethers à la fin du mois de janvier. Donc je passe de 6 à 15 en 2 mois. Et là je me dis l'achat-revente, c'est quand même bien sympa. Je suis grisé, etc. Je me mets un objectif. Je m'étais mis un objectif. L'objectif, c'était d'arriver à 30 à la fin de l'année. Donc voilà. Mais en même temps, je me dis aussi, voilà, je suis en train de faire gonfler ma galerie, mais je prends pas trop de plaisir parce que là en SO5, c'était vraiment zéro. C'était genre rien du tout. Je sais même pas si je prenais les paliers parce que j'avais vraiment plus de joueurs. Les joueurs que j'avais pris pour faire les paliers en Europe, c'était des Russes, c'était la trêve. Enfin vraiment, il y avait rien qui n'allait de ce côté-là. Donc du coup, je me suis dit allez, il y a la MLS qui va commencer, je me refais une petite équipe. Donc j'ai commencé un peu à dépenser des Ethers hors AR, mais voilà, après j'ai repris un peu le travail à fond aussi et du coup, j'ai continué quand même à faire que de l'achat-revente, mais sans le mercato aussi, c'était un peu plus compliqué, mais avec des achats-reventes de techniques diverses, de joueurs blessés, de joueurs qui sont bons mais qui sont benchés et tu sais que dès qu'ils vont revenir, ils vont performer, tu les achètes, t'attends juste ça. Voilà, 20 Ethers début mars, et comme tu l'as dit aujourd'hui, voilà, 30 Ethers. Ça marche tout seul. J'ai jamais refait 2 mois comme ces mois-là. Même cet été, le mercato, ça m'a pas autant passionné. J'ai perdu un petit peu la flamme de faire que le truc de robot. Et j'essaye de faire de l'achat-revente beaucoup plus ciblé sur certains joueurs, surtout sur pour moi des pépites qui sont en attente d'exploser, etc. Là, j'étais content. J'avais récupéré Enzo Fernandez avant qu'il revienne à Benfica. J'avais récupéré à 0,40 je crois et je l'ai vendu à 0,450. Donc moi j'étais content, des petits coups comme ça, etc. Mais là ma stratégie du coup elle a encore évolué. Tout ça pour revenir là, pour dire voilà, maintenant je me suis dit je me fais plaisir, j'achète des joueurs que j'ai envie d'acheter. J'ai même fait une team challenger et une team championne, mais j'en suis revenu. Voilà, je trouve que c'est 2 compétitions qui sont trop compliquées à l'heure actuelle. Il y a vraiment les stacks Zenith, les stacks Celtic, etc.
Ouais, c'est compliqué. qui gagne tout et moi vraiment c'est un truc qui m'a jamais intéressé d'avoir juste des équipes faites pour gagner. Enfin le côté pay to win de Sorare pour moi il m'a vraiment jamais intéressé. Je joue avec les joueurs que j'aime, avec des joueurs que je pense qui pourraient en fait performer, etc. pour avoir cette fierté d'avoir été chercher des joueurs dans les bas-fonds. Et voilà, donc c'est 2 compétitions que j'ai arrêtées aussi bien en limited qu'en rare. Je joue quasi plus. Je joue avec les dernières cartes qui me restent que j'ai pas encore revendues. Ok. Voilà. C'est une stratégie qui est très intéressante d'un point de vue aussi assez atypique, le fait du play to win. Voilà, que ça t'intéresse pas tellement. Moi, j'ai une stratégie. J'en ai parlé à plusieurs reprises lors des podcasts, qui est diamétralement opposée. Moi, c'est plus les blue chips, donc les valeurs sûres, pour éviter justement des gros fracas ou des grosses baisses de prix en cas d'un top joueur en challenger qui va dans une équipe champion, enfin de la ligue champion moyenne, où t'as sa valeur, évidemment son scoring qui dégringole, mais voilà, c'est une stratégie que j'applique pour moi-même par manque de temps, évidemment. Et oui. Donc ça, c'est quand tu manques de temps, tu dois essayer d'adapter ta stratégie en conséquence, ce qui n'était pas le cas pour moi il y a un peu plus d'1 an, mais ouais, ton approche est vraiment très intéressante. Tu passes combien de temps sur Sorare? Déjà, pour juste conclure sur ce que pour rebondir sur ce que tu viens de dire, vraiment, ça dépend aussi où tu vas chercher le plaisir. Hein. C'est il y a le temps et il y a le côté plaisir. Le temps, je l'ai pas forcément non plus. C'est vrai que voilà, mon plaisir, encore une fois, c'est de pouvoir dire ça, j'avais vu. En fait, c'est dans tous les jeux, mon plaisir à moi, c'est d'être plus fort que la machine, c'est d'être plus fort que ce que tout le monde pense, etc. C'est vraiment je joue pas forcément pour gagner, c'est un peu présomptueux, je pense, mais je joue pour dire à un moment, là j'avais raison. C'est juste ça. Ouais, c'est anticiper le marché. Et en gros, anticiper le marché pour terminer sur la stratégie aussi. Enfin vraiment, à un moment, je me suis dit. Quand j'arrivais pas à gagner sur le SO5 parce que c'était trop dur et que voilà, quand t'avais Kimmich, tu gagnais avec moi, je voulais pas prendre Kimmich, je me suis dit OK, Sorare, je vais en faire un truc pour farmer de l'éther. Vraiment, c'était ça. Mais tu vois, je t'ai dit 2 mois et après, j'avais plus trop de plaisir à faire ça, même si ça marche très bien. Il y a des gens qui font ça toute la journée encore maintenant et ils sont forts parce que c'est dur de trouver son plaisir en disant juste voilà, là j'ai gagné 10 sur celui-ci, 10 sur celui-ci en le faisant un peu comme un robot, mais en tout cas la stratégie évolue, mais voilà, faut toujours quand même savoir où tu veux aller. Là, par exemple, ma stratégie, elle a changé. J'ai mis quelques mois à la définir, mais maintenant, je sais très bien où je veux en être dans 6 mois. En gros, je joue pour savoir où je veux être dans 6 mois. Et tu veux être où dans 6 mois? Dans 6 mois, je veux être compétitif sur les compétitions Asie et America. Ça, c'est clair. Là, c'est pour le coup, j'ai fait du pay to win. J'ai acheté les grosses cartes. J'ai acheté les grosses cartes, en tout cas Asia pour l'instant et America bientôt. En Asia, c'est pour ça d'ailleurs, ça m'étonnait de gagner avec ce stack Gamba qui vaut rien du tout, alors que j'ai dépensé beaucoup d'argent dans des grosses cartes pour l'instant, me sert pas à grand chose. Mais après, voilà, de toute façon, vraiment, je le prends, voilà, cet argent est virtuel pour moi, tant que j'en ai pas, tant que j'ai pas besoin de le sortir, etc. Et je me dis, même si je repère tout, enfin, pour le coup, je suis prêt à perdre tout ce que j'ai mis dedans, peu importe où j'en suis maintenant. Et voilà, du coup, là, je me suis dit, OK, je veux pouvoir continuer à faire de l'AR quand j'ai envie, mais je veux aussi bien figurer dans les classements. Je veux commencer à être comme, en fait, c'est Déglingo MPG qui m'a donné envie, de le voir gagner autant comme ça. Mais je me suis dit, mais quel plaisir quand même de l'emporter. Et en plus, lui, il gagne en Asie, donc c'est vraiment pas juste, tu vois, il s'est pas dit, OK, je vais acheter les gars du Bayern. Non, le gars, il s'est renseigné, voilà, même s'il habite dans la région, peu importe. Il sait quelle carte faut prendre, il a cherché et tout machin. Et il a gagné chaque semaine cet été. Et je me suis dit, waouh, mais moi, c'est ça que je veux, c'est faire de l'exotisme et en plus gagner des cartes. Donc voilà. Là, la stratégie, c'est ça. Donc le côté SO5 a pris un peu le dessus, et je te confirme. Ça reste 50-50 parce que aussi, si je te dis que je sais où je vais être dans 6 mois, c'est que dans 6 mois, c'est la reprise de la MLS et de l'Asia et que j'ai acheté une flopée de cartes qui vont me servir
servir juste à être revendu dans 6 mois. Hein. Là, en fait, comme ta question, à la base, c'était combien de temps tu passes dessus, et je vais te répondre beaucoup trop. Je vais dire en gros, tous les soirs, à partir du moment où tout le monde dort à la maison, y compris ma femme, je rallume l'ordinateur pour au moins 2-3 heures de scouting. Mm-hmm. Au moins tous les soirs. Hein. C'est vraiment tous les soirs. Il n'y a pas un soir où je fais pas. Quand je suis malade, à la limite, et encore. Okay. Et après, bon là, c'est ce que je suis. Ça, c'est la limite que je devrais dire. Mais en gros, sinon après, ça me demande quand même pas mal de temps. J'ai toujours une idée, un truc, un joueur que je vais vérifier. Et en vrai, toute la journée pendant que je travaille, je pense à Sorare. Le week. Tant que ça te hante pas les nuits, mais tes journées, ça va, quoi. Ah, mais la nuit, je me réveille, la première chose que je fais, c'est regarder les scores de l'América, etc. Là, tout le temps. Mais Sorare, là, ça me prend énormément d'énergie. Mais là, j'ai l'impression d'être chez le psy, parce que en vrai, j'ai qu'un problème dans la vie, en ce moment, c'est Sorare. C'est vraiment ça. C'est addiction. Ah, mais là, vraiment, je pense que là, on en est au niveau de l'addiction. D'ailleurs, je me suis imposé de vendre mes cartes de châle et mes cartes championnes pour pas jouer pendant 4 mois. En gros, là, je vais faire une petite pause. Mm-hmm. Je sais très bien que je vais jamais tenir. Mais tu vois, de le dire en plus à toi, ça est enregistré comme ça dans le marbre. C'est gravé dans le marbre. Non, mais je sais que je tiendrai pas, mais l'idée, c'est de réduire au maximum pendant ces 3-4 prochains mois, parce que, voilà, j'ai un scénario à terminer. C'est très important pour moi. Ça reste l'objectif principal de ma vie. Et, j'ai une vie. T'as une mission à remplir. Ouais, ça c'est ma mission. Et j'ai 3 enfants et voilà, j'ai envie d'être toujours aussi présent toujours être autant présent avec eux. Là, là, je vois que si je me laisse encore déborder un peu plus, Sorare, ça va prendre trop de temps, même sur le temps personnel. Tu vois, en fait, je fais 3 heures tous les soirs, mais après, je suis fatigué la journée, je suis moins agréable avec mes enfants, je pense. C'est des choses comme ça que je veux arrêter, que je veux un peu calmer, en tout cas. Ouais, je comprends, mais en plus avec. Mais c'est vraiment addiction. Enfin, je pensais pas que j'en viendrais à parler de ça et tout là, mais en vrai, c'est vraiment comme la clope, quoi. C'est la première chose que je fais le matin quand j'attends un bus. Je sors mon téléphone, je regarde des trucs Sorare. Quand tous les endroits où c'est possible, en gros, la seule activité que je fais, c'est Sorare. Bah écoute, je pense qu'on est quand même voilà ce que ça coûte. Voilà ce que ça coûte de passer de 3 à 30 éthers, quoi. Ouais, tout à fait. C'est aussi beaucoup de temps, hein. Beaucoup. Ouais, et puis c'est un peu la rançon de la gloire un peu quand tu fais de l'achat-revente, parce que quand tu as autant de cartes que tu as, donc je répète, tu as quasiment 900 cartes, il faut avoir du temps pour gérer tout ça, quoi. Tu vois, c'est pour ça que moi j'avais choisi la stratégie de prendre des grands noms, parce que ça me permet d'être dans de l'optimisation, je vais dire de l'affinage, on va dire ça comme ça, quand c'est possible, mais voilà, le gros du temps, je dois pas trop regarder, continuer à chercher, même si je passe quand même encore du temps dessus, parce qu'il y a toujours moyen d'optimiser sa galerie, ses joueurs, etc. Mais voilà, ce temps-là, c'est vrai que c'est crucial, et je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement. Mais il y en a vraiment vraiment, beaucoup de managers à passer beaucoup de temps dessus. Je suis trop. Moi, je le savais. C'est pour ça que je voulais pas me lancer à l'été et à l'hiver 2020. Moi, je suis trop à fond dedans. C'est vraiment tout ce que j'aime. Pour le coup, Sorare, je pense qu'elle est vraiment, ça remplit toutes les cases de ce que j'aime dans la vie. Et, j'ai de la chance, ma femme, elle le sait. Elle sait que voilà, le foot, c'est ma passion. Elle sait que l'argent, c'est ma passion. Et elle sait que avoir raison comme ça, c'est ma passion. Elle sait que je prends énormément de plaisir à jouer à ça. Mais pour le coup, je suis même pas, je suis vraiment très heureux de le faire. Je passe toutes ces heures. Je suis très heureux, je prends mon pied comme avant quand je jouais à Football Manager, où je pouvais rester 10 heures juste à préparer la stratégie pour la saison prochaine. Là, je fais ça, j'ai des PowerPoint avec en gros, j'ai fait des captures d'écran de toutes mes cartes, et comme tu dis, j'en ai beaucoup, et je me suis fait des poules. En gros, je fais mon sélectionneur, je fais mon Didier Deschamps sur toutes les divisions. Donc j'ai mes 23 top cartes Asia par exemple, et je sais qu'en gros, voilà, c'est la base dans laquelle j'irai piocher, et c'est
celle à peu près que je vais garder pour les prochaines années. C'est ça. Ouais. Et à côté de ça, j'ai toutes les autres qui sont là et qui vont faire que passer. Mais c'est tellement un plaisir même d'aller chercher tous ces joueurs, de connaître tous ces joueurs. Et surtout, il y a un autre truc qu'il faut prendre en compte aussi, c'est les heures à regarder du foot. Parce que je le comptais même pas dans les heures à jouer à Sora. Hein. Ouais, c'est vrai. Moi, tous les samedis matins, à partir de 7h, je suis en train de regarder la J-League et j'enchaîne 1 ou 2 matchs. Et maintenant, je regarde, même la K-League, elle est gratuite sur YouTube. Ça, c'est ouf. Ouais, c'est tout. Ouais. La MLS, il y a plein de matchs qui sont dispo. Pareil, c'est sur les, on peut les regarder sur les sites des bookies, etc. En plus, tu passes, un samedi soir, il est 1h du matin, t'arrives pas à dormir, tu rejoins Ben Code sur son live, t'as de la bonne humeur, tu suis à côté le match. Tu continues. Ouais. C'est fou tout le temps que ça prend, mais encore une fois, c'est autant du, c'est du plaisir, c'est du plaisir vraiment, non, c'est que ça. Pour Après, moi, c'est vrai, voilà, c'est trouver le juste équilibre entre sa vie de famille, c'est vrai quand on a des enfants. Donc, oui, ouais. ton idée de faire une petite pause pendant le mercato, là, c'est peut-être une bonne idée. Moi, je l'ai fait en tout cas. C'est surtout aussi qu'il y a la Coupe du Monde et que comme on connaît pas encore exactement comment va être le jeu à ce moment-là, je me dis voilà, si je me suis décidé avant à pas participer, peu importe ce qu'ils proposent, je me lancerai pas. Voilà, il faut s'y tenir. Moi, je m'y suis tenu pendant tout le mercato, toute la trêve, c'est pas le mercato, pendant toute la trêve Europe, j'ai pas touché à l'América. Une Game Week où j'ai fait une spécialiste, mais sinon en limited, ou sinon c'est tout. J'ai pas touché, donc je suis fier de moi d'avoir tenu. Ben bravo, t'as vraiment du courage. Ah, ouais, mais bon, ça m'empêchait pas quand même de regarder, de suivre les news du mercato pour le coup de près. Mais au moins, j'avais pas de team à faire et j'ai pu profiter de mes vacances et surtout profiter en famille. C'est très important. On va attaquer, Germain, ton sujet de prédilection. Et je pense que c'est pas mal parce que tu veux donc être efficace en SO5. Donc là prochaine saison en Asie et en America. Et alors tu m'as proposé comme sujet de prédilection les championnats exotiques. Écoute, voilà pourquoi tu as choisi. Je pense que je sais, tu as expliqué un peu pourquoi. Quand tu dis que tu veux être compétitif, est-ce que c'est aussi bien en D2, D2 en super rare pro, rare et limited, ou bien tu as visé uniquement certaines catégories de championnat, non, je reste malgré tout un petit joueur, hein. Ça sera limited, rare et peut-être en rare pro. Ça dépend, parce que t'as quand même pas mal de super rares. Là que je vais jouer. Total super rare, c'est compliqué, hein, parce que les grosses elles coûtent quand même très très cher, et si tu les as pas, c'est dur. Il y a pas beaucoup de reward à ce niveau-là, mais pourquoi pas, hein. J'ai regardé les prix des uniques en Asie pour essayer de faire une team pour jouer la division 2, mais c'est compliqué, hein. Le marché des uniques, c'est encore un autre truc. J'ai l'impression, il faut montrer patte blanche, sinon c'est des prix qui sont hors de portée. Qui s'envolent. Moi, j'ai jamais envie de mettre autant d'argent mettre autant d'argent dans une carte, c'est quand même compliqué. La plus grosse que j'ai dû acheter avec vraiment avec vraiment du cash, ça doit être 0,6 pour une carte. C'est le gardien de Ulsan numéro 1 en Asie, hein. Et c'est parce que j'avais vendu Slonina. Mais de mettre autant d'argent dans une carte, j'ai énormément de mal. Je préfère en acheter 60 à 10 que une à 600. C'est bête un peu, mais c'est... Non, c'est psychologique. Moi aussi, je t'avoue, je mets un peu plus, mais au-dessus de 5000, l'équivalent de 5000 €, j'ai vraiment du mal. J'ai remetté à mes parents, ils sont ouvriers, et mon père est ouvrier, ma mère elle est maîtresse d'école. Je pense que justement la carte de Ulsan que j'ai achetée, c'est un mois de salaire de mon père, c'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est un autre on monde. est dans une autre économie. Il faut jouer. C'est pour ça que je joue en ETH aussi, hein. C'est pour me détacher pas mal de l'euro, parce que de la valorisation euro. Ouais. Et donc pourquoi mais quand même, ça m'embêterait.
Ouais, non, mais je crois qu'on partage tous cette même opinion. Pour en revenir à ton sujet de prédilection, donc ne négligez pas les championnats exotiques. Ben voilà, je te laisse libre cours à ton développement et pourquoi tu donnes ce conseil. Alors, si je commence comme ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui sont venus me voir en me disant sur Twitter, qui me disent comment je peux réussir sur Sorare avec 100 euros, 200 euros. Généralement, je leur dis que ça va être compliqué. Heureusement, Sorare est en train de développer des compétitions qui vont dans ce sens-là maintenant avec les underdogs en gardien et tout. Ça laisse des opportunités, des chances. Néanmoins, il y a quand même un moyen de démarrer et de faire des choses assez satisfaisantes aussi bien en SO5 qu'en NAR. C'est de se lancer sur les championnats où en fait personne ne va. Et ça c'était ça que je te disais, je jouais à Football Manager, ça m'a beaucoup aidé. Moi je faisais les compétitions comme tout le monde. Voilà, je prenais le PSG, je prenais Chelsea, j'étais content, je gagnais tout, etc. Mais ça m'ennuyait et souvent je partais faire de la D1 grecque, j'allais au Japon, j'allais dans les championnats exotiques disponibles pour avoir un peu plus de fun. Voilà, je me souviens, je sais pas, Rosenborg, je devais aller en 2072 avec Rosenborg, mais c'était pour se plonger dans des choses un petit peu différentes et c'est un peu comme ça que j'ai pris Sorare et je me suis dit, en fait, j'ai vu les 3 mois, c'était pas mal de faire ça, les 3 mois d'un peu d'immersion sans vraiment jouer, en regardant un peu juste comment ça se passe. C'est qu'en fait, j'ai eu du mal à comprendre et je comprends toujours pas d'ailleurs comment c'est possible que des cartes de joueurs asiatiques et américaines qui font des scorings équivalents à des top joueurs européens valent 4, 5, 10 fois moins cher. C'est vraiment, il y a une différence de prix qui est énorme et ça s'explique parce que t'as envie de jouer avec des cartes de joueurs que tu connais, ça s'explique parce que c'est plus facile d'avoir des infos sur des joueurs dont tu comprends la langue des articles, hein, avec ça, quand tu vas sur Twitter et que tu cherches des infos, t'es content de trouver un article en français ou au moins en anglais sur telle ou telle blessure d'un joueur, problème, ou quels sont les joueurs qui forment le groupe qui va être pris par le coach pour le week-end. Mais justement, j'ai envie de dire, en sachant que tous les adversaires pensent comme ça, moi je me suis dit je vais aller sur les championnats qui sont les championnats du coup un coût inférieur. En gros, c'est de bénéficier de tous les avantages d'être sur une niche. C'est-à-dire déjà t'as une chance parce que en face de toi t'as pas les grosses cartes, t'as pas les Kimmich. Un Kimmich c'est quand même ultra régulier et c'est 70 à chaque journée minimum. En Asie, il y a peu de joueurs qui font ça. Même les gros joueurs ils font des grosses perfs, mais après ils chutent un peu. Donc tu sais que t'as une chance. En gros, t'as une chance. Et voilà, il y a plein de gros joueurs qui restent qu'en Europe, qui peuvent jouer qu'avec des joueurs européens. Donc c'est très bien. Laissons-leur ce marché-là. C'est pas fait pour nous. Là, je parle vraiment aux gens qui veulent, par exemple, faire des résultats en SO5. Et cet été, donc c'était en plein milieu des championnats. Hein. C'était pas en fin de championnat comme maintenant où vraiment là les prix en Asie c'est ridicule. Mais en plein milieu de championnat, déjà les prix ils avaient énormément baissé et j'ai fait mais en fait donc moi j'avais déjà mes teams, je jouais etc, je regardais plus trop les prix et donc j'ai aidé des gens à faire des équipes en leur conseillant des joueurs etc et je voyais que vraiment les GOAT ne coûtaient rien et quelqu'un qui avait un budget de 150-200 euros pour faire une équipe avec 5-6 joueurs vraiment très compétitifs et il m'envoyait régulièrement des classements qu'il faisait et qui étaient bons. Donc c'est quelque chose qui a été testé en tout cas. Donc c'est avoir une chance. Pour moi c'est la première chose. Voilà, de pas arriver dans une partie où les gens ont déjà pris les meilleures cartes et toi il te reste que les miettes. Ce que tu peux t'offrir c'est des miettes et de dire peut-être avec un alignement je vais gagner quelque chose. Deuxième chose c'est le tarif abordable. Vraiment j'ai pas fait de il y a plein de gens qui sont très forts pour faire des comparaisons, des databases, etc. Moi, je sais que j'ai le vécu pour en parler. L'équipe que je m'étais faite à un moment, j'avais fait une équipe America et j'avais Callens, Zela Ryan,
j'avais Ebo Bissé, j'avais vraiment que ces gros joueurs-là. J'en ai pas payé un plus de 0,130 et les gars tournaient à 60-70 de moyenne et vraiment ça performe et ça performait vraiment beaucoup. J'avais Slonina au but et c'est vraiment un moment où voilà où je me suis dit c'est vraiment trop cool de jouer aux US. Bon après j'ai fait une grosse erreur personnellement, c'est que je m'étais dit ça va baisser pendant la coupure, en gros entre octobre et février, je m'étais dit ça va baisser, j'avais revendu mes cartes et les prix avaient fait qu'augmenter et justement cet écart entre l'Amérique et l'Europe, il a un peu baissé. Les gros joueurs américains commencent à coûter vraiment très très cher, mais l'Asie reste encore vachement abordable. Mais en limited, il y a tellement de supply de toute façon, les deux continuent d'être vraiment abordables. Et voilà. Et la troisième chose, c'est surtout, ça te permet de te plonger dans des championnats. Enfin, pour tout fan de foot, tu plonges dans des championnats, c'est complètement lunaire. Enfin, maintenant, le nombre de joueurs Sorare qui sont devenus fans de joueurs de foot MLS depuis l'arrivée de Sorare, c'est n'importe quoi. Je pense Mukhtar, personne n'en avait jamais entendu parler. Ouais. Il jouait dans des obscurs clubs au Danemark, etc. Maintenant, il est en MLS. Sorare, c'est le meilleur joueur. C'est devenu une star. Je pense qu'il doit vendre des maillots juste au genre de Sorare. Et c'est un peu pareil. Et ça, c'est un truc que j'adore dans la communauté. C'est vraiment ceux qui, justement, se sont plongés un peu dedans. Ils sont à fond dedans, quoi. Il y a les commandes de maillots, avec les joueurs spécifiques, etc. Enfin, c'est vraiment, au final, beaucoup plus populaire que ce qu'on pourrait penser. Les infos, les infos en vrai sont plutôt pas compliquées à trouver. Il suffit d'avoir trouvé les 3-4 gros comptes qui parlent de chacune des régions et les informations. En fait, on les a. Les DNP, il y en a ici, il y en a partout. Le Bayern, la défense, elle tourne à chaque match. Oui, en Asie, ça tourne un peu, c'est connu pour ça, mais en vrai, voilà, tout le monde a des DNP à chaque journée parce que ça tourne. C'est dans toutes les équipes. Il y a très très peu d'équipes qui jouent à 100% avec les mêmes joueurs. Mais il y a quand même pas un tout petit peu plus quand même de turnover en Asie que dans les autres ligues. Ça dépend des postes. Hein. Ça dépend. Il y a des championnats. Oui, t'es attaquant, tu marques pas pendant 3 matchs, bon bah tu sors. C'est comme ça. Ça c'est sûr. Et à partir du moment où tu sais que l'attaquant c'est peut-être pas le poste où tu mets le plus d'argent, ou alors tu vas chercher vraiment un top joueur. Souvent c'était un des postes. Les gardiens, ça reste abordable en Asie, même en limited. Et souvent c'était l'attaquant. Je leur disais prenez, en gros en Asie je leur disais tu prends Mateus Castro, c'est attaquant de Nagoya. Il est au-dessus de tout le monde. Il sera au-dessus de tout le monde toute la saison. T'es sûr que t'auras tes 70 points avec lui. C'est vrai qu'il y a des endroits où il faut pas trop tenter. Mais en gros, une défense c'est quand même assez stable. Hein. Je pense que tous les gros défenseurs de J-League ou de K-League, ils ont joué 90% de la saison. Mais encore une fois, il faut faire du. Il y a pas de secret de toute façon. En vrai, s'ils veulent réussir, si les managers veulent réussir, que ce soit en Europe ou en Asie, en Amérique, il faut regarder des matchs, faire du scouting, et c'est comme ça que tu vas trouver les joueurs dont tu vas avoir besoin pour performer. Ouais, et en fait tu réponds à la question que j'allais te poser, c'est tu es d'accord qu'il faut quand même regarder les matchs. Bon là tu dis clairement il faut regarder les matchs. Il y avait pas mal d'invités aussi qui ont exactement le même point de vue. À partir du moment où tu te lances dans une ligue, Sorare Data c'est bien pour voir le AA, le pourcentage aussi de participation au match, mais tu dois absolument le compléter avec la vision des matchs, quoi. Ouais. Moi, quand je te dis la fierté c'est très important. L'année dernière, il y a une équipe en J-League qui descend, et pourtant il y avait des joueurs dedans, c'était des pépites. Et je pense à Yokohama FC, et vraiment ça perdait tous les matchs. Bon, collectivement c'était pas ouf, mais il y avait vraiment ces joueurs qui étaient Seko et Matsuo qui étaient vraiment, ils étaient éblouissants. Et ça c'est des gars, tu les achètes, tu sais qu'ils vont pas aller en J, ils valaient plus rien. À la fin ils valaient 10, tout le monde les bradait comme le club descendait. Tu sais que ils vont briller, c'est sûr. Ils sont trop forts, et ils vont être transférés en J-Ligue 1. Voilà, ça c'est une opportunité. T'as pas regardé les matchs, tu vois les résultats, tu vois que les gars ils prennent des piquettes, tu dis ok, il y a rien à sauver dans l'équipe, alors qu'en fait en les ayant regardés, bon bah voilà, moi j'ai pris les gars
et ils ont été transférés. Un à Kawasaki, donc qui était le champion en titre, et l'autre à Urawa, une équipe ultra offensive. Ça tombe bien, c'est un attaquant. Bon bah alors j'ai fait des belles plus-values sur ces gars-là. Mais en vrai, tout le monde sur Sorare passe, tous ceux qui veulent réussir savent qu'ils ont du temps, ils doivent passer du temps. Je veux dire, que tu passes ton temps sur le championnat du Pays-Bas à essayer de trouver des joueurs, c'est très bien. Mais en face, tu vas t'attaquer à l'Ajax, tu vas t'attaquer à Benfica, tu vas t'attaquer au Celtic, au Zénith. Vraiment, c'est même, je trouve, un peu dommage par rapport au temps et autant sacrifié à faire ces recherches, de se retrouver avec des joueurs, bah ouais, ils sont bons, ils perfent, mais ce sera toujours moins fort que les grosses équipes qui, elles, vont tout rafler. Et si tu fais ça, la même chose, le même temps, la même énergie passée à découvrir un championnat, à découvrir des équipes, des joueurs, et trouver tes petites perles qui te permettent de faire ton équipe, qui te permettent de faire de faire soit des bonnes places, soit du bénéf, c'est quand même, je trouve que tu peux avoir plus de satisfaction. Ouais, c'est peut-être après plus gratifiant. Avoir fait tous ces efforts dans des zones comme l'Asie et l'Amérique, pas forcément en Tchad et Champions. Et encore, là, moi, je parle beaucoup des MLS, mais le Brésil, c'est fantastique comme marché pour Sorare. En fait, chaque région, chaque pays a sa spécificité, mais le Brésil, pour la R et pour le SO5, il faut être à fond dedans parce que les périodes de mercato, elles sont magiques. Ils te font revenir des joueurs en Europe, des joueurs qui jouent pas souvent, donc qui coûtent pas grand chose et qui vont être à un niveau au-dessus du reste des joueurs du championnat. Et du coup, la valeur va être ouf. Les scores vont être vraiment pas mal, et tu peux, si tu fais un peu de scouting en avance, c'est-à-dire, en gros, le scouting se résume souvent à regarder quels sont les Brésiliens qui sont en Europe et qui sont sur les bancs de touche et les acheter et d'attendre qu'ils reviennent. Là, il y a quelques noms de joueurs qui sont revenus et qui cartonnent. Comme Murilo Cerqueira, par exemple. Il y a eu Murilo Cerqueira, effectivement. Il y a eu la grande vague des Ukrainiens des joueurs ukrainiens qui ont dû revenir malheureusement au Brésil, en Amérique du Sud aussi, en Argentine pour continuer à jouer au foot. Et ça c'était vraiment, d'avoir anticipé ça, c'était le jackpot. Ok, c'est bien clair. Maintenant, le point un peu négatif, c'est que voilà, il faut vivre un peu décalé. Bon, pour l'Asie, tu peux te lever tôt le matin pour regarder les matchs. Pour la MLS, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ouais, mais après MLS, il y a quand même un côté chaud à l'américaine dans le football. Mais vraiment, c'est déjà les défenses, elles sont quasi inexistantes. Tous les joueurs désignés, c'est que des attaquants, donc ça joue quand même pas mal devant. Il y a du but, il y a du spectacle. Enfin. Il y a des matchs qui sont à 21h, hein, et t'es pas obligé de te coucher à 4h du matin pour voir du foot en MLS, et généralement quand même t'en as pour ton argent, t'en as pour ton attente, hein. C'est rare les 0-0. Et quand même, pareil, au foot, c'est un truc que t'as envie de voir, des buts. Bien sûr. C'est pour ça que quand après l'Asie, c'est plus compliqué. Ça va être encore plus compliqué. Le samedi matin, c'est souvent les 0-0 quand même. Ouais, c'est plus difficile, quoi. D'ailleurs, après, il faudra s'adapter pour ceux qui... La victoire à un SO5, c'est un 0-0. Hein. Ouais, je disais au niveau du timing, il faudra s'adapter après quand il y aura les matchs NBA, là, ça va être plus compliqué parce qu'à part le dimanche, il n'y a pas de match, à part la fameuse journée Martin Luther King aux États-Unis. Il y a que toi qui va y aller, hein. Non, il y en a beaucoup d'autres. Déjà, moi, j'hésite aussi, voilà, c'est un peu le dilemme, au niveau du timing. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore le boîte de jeu. Le gameplay et tout ça. Ouais. Non, à mon avis, ça va pas trop tarder. Écoute, merci pour avoir abordé ce sujet-là. Avant d'attaquer la dernière partie. Je sais pas si c'était très clair, mais en gros, c'est que des avantages. J'essaie de prêcher pour ma paroisse. C'est que des avantages à jouer en Asia et en America. Et vraiment, pour les débutants, je conseille, si vous avez un peu de temps, c'est lancez-vous sur ces divisions-là. Voilà. Et vous le regretterez pas parce que vous allez pouvoir gagner, je pense, plus vite. Et surtout, vous serez très content de pouvoir dire, ah, mais ce petit joueur-là qui joue au Japon, je le connais, bien sûr. Ouais, c'est vrai. En tout cas, l'investissement de départ est bien moindre, comme tu l'as dit, par rapport au et ça c'est vrai, évidemment champion, et surtout que les scorings sont vraiment importants, et même quand tu joues en All-Star, les teams paliers, tu peux te faire une team palier avec 4 joueurs qui font 55, donc 55 110 c'est un peu petit encore, mais en gros pour avoir le petit palier, tu peux je pense, si t'es malin, tu prends l'équipe maintenant de 150 200 €, tu te fais une équipe palier qui va chercher les paliers
chaque game week. Hein. J'ai oublié de te poser quand même une question avant de clôturer ce sujet-là. Tu disais que t'étais assez paré là pour attaquer l'Asie à la reprise du championnat, que t'attendais encore un peu pour MLS. Pour ceux qui nous écoutent, quel est le bon timing là pour ceux qui voudraient se lancer pour la saison prochaine en Asie et en MLS? Malheureusement, j'ai pas de boule de cristal et j'ai peur que ce soit déjà passé en fait. Et j'ai peur qu'il y a 3 semaines, 1 mois, c'était le bon moment. Là, les tarifs ils ont commencé à remonter. Bon, il va y avoir les playoffs. Donc les joueurs qui ont des équipes en playoffs, c'est pas la peine de penser à les prendre maintenant, dans la mesure où il y a que eux qui vont être jouables en America. Donc les gros comptes, ils vont dépenser des fortunes. Au contraire, là, si vous avez juste, par exemple, un joueur ou 2 qui sont dans les équipes qui vont aux playoffs, moi je pense que ça serait le moment après le premier tour, le moment de le vendre. Comme ça, vous êtes sûr de faire un beau bénéfice et vous êtes sûr que votre joueur il va rebaisser derrière. J'espère, là c'est la dernière journée d'MLS, j'espère que les prix vont baisser un petit peu parce que, comme je te dis, j'ai pas pris tous les joueurs que je voulais prendre, mais je me demande si ça va baisser plus que ça parce que les gens ils ont appris de leurs erreurs, notamment les gardiens. Avant on pouvait jouer avec des commons, t'avais un gardien, bon bah c'est pas grave, tu le revendais, le prix il était encore abordable. Les prix des gardiens aux US, tout est cher. Tout est cher et je vois pas pour quelle raison ça baisserait maintenant. Les gens qui vont sûrement hold parce que voilà, en rare, n'empêche, j'ai quand même l'impression qu'il y a de plus en plus de managers qui sont prêts à attendre avec leurs cartes plutôt que de les brader et de se dire tiens, j'essaie quand même de monter une team en Europe. Chose qui se passait l'année précédente. L'année précédente, vraiment tout le monde a vendu ses Américains pour se faire une équipe européenne. Là, je pense que les gens soit ils ont déjà prévu, ils ont déjà les 2 équipes, soit ils vont attendre. Donc je m'attends pas forcément à une baisse des prix. Ok, donc là c'est bon timing. Ou alors pas énorme. Voilà. Je sais pas, vraiment encore une fois, hein, je pense que les équipes qui sont éliminées là, ça va être le bon timing. Les équipes qui vont faire les playoffs, faut surtout pas y toucher. Il faut voir à la fin des playoffs. Ça c'est pour la MLS. Après pour le Brésil, je pense à la fin du championnat ça baissera un peu. Pareil Argentine, mais encore une fois, en rare, je pense pas qu'il y aura trop de baisse. En limited, ça peut baisser quand même pas mal parce que toujours des gens qui se débarrassent. Mais bon, dans tous les cas, tu sais que la carte, si tu l'achètes aujourd'hui, le mois prochain ou dans 3 mois, tu sais, pas dans 3 mois. Là. Tu l'achètes aujourd'hui, dans 2 semaines ou dans 1 mois, tu sais que sa valeur, elle sera bien moindre maintenant que dans 5 mois à la reprise. Tu sais que c'est jamais un mal. Le seul problème, c'est que s'il y a un joueur qui part en Europe, ou un truc comme ça. Ouais, ça évidemment. Mais globalement, on est dans la période entre aujourd'hui. Il y a la possibilité décembre, aussi, à partir du moment où on a identifié des bons joueurs, il y a moyen aussi de se placer sur les enchères, puisque Sorare évidemment va diminuer la mise aux enchères des joueurs qui jouent dans un championnat qui est terminé, mais il y a quand même des nouvelles cartes qui sont mises, ce qui n'était pas le cas il y a plus d'1 an, où là dès que les championnats se terminaient, il y avait plus de joueurs de ces championnats qui étaient mis aux enchères, tandis que là ça a changé, donc il y en a un peu moins, mais il y en a toujours qui sont mis aux enchères, donc peut-être les conseillers qui se placent sur les enchères des joueurs qui veulent, au lieu de peut-être uniquement se focaliser sur le marché secondaire. Ouais, je sais pas. Personnellement, les enchères, c'est gangréné par les bots et tout, et c'est vrai que c'est quand même l'impression que les enchères maintenant atteignent souvent le prix du secondaire en cours. J'ai l'impression qu'il y a pas trop, les bonnes affaires sont difficiles à faire, et moi je joue que en secondaire. Ok. Je touche pas du tout aux enchères, sauf pour les super rares, parce que il y a plein de joueurs qui sont pas intéressés par des joueurs qui m'intéressent, et pour le coup il y a des joueurs, là je sais qu'il y en a un que je regarde et il a 0 enchères, il reste 5 heures. Et je vais me placer tranquillement. Ça se trouve, il y aura peut-être personne. Ça m'arrive régulièrement d'avoir un joueur au prix plancher. Bah écoute, super. Petite news, sujet d'actualité vite fait, Germain. Bon, grosse nouvelle quand même hier, avec l'annonce du partenariat avec la Championship. Alors, bon, la première lecture que j'ai, elle est très positive dans le sens où on savait que Sorare était dans le viseur depuis 1 an de la UK Gambling Commission, donc qui est le régulateur britannique en charge des jeux de hasard. Donc je présume
que si Sorare a un partenariat avec la Championship, c'est que ce problème-là est réglé avec cette commission des jeux britanniques. Mais alors on se demande aussi de l'autre côté, mais pourquoi c'est pas la Premier League qui débarque et c'est d'abord la Championship? Quel est ton retour par rapport à cette news? Ouais. Comme toi, je suis très enthousiaste face à cette nouvelle. Bon, c'est, voilà, comme tu dis, ok, ils peuvent faire des deals avec les Anglais, c'est très très bon. Et par contre, contrairement à toi, j'ai aucune crainte du fait qu'ils commencent par la Championship. Je vous dis, c'est tout à fait normal. La Première Ligue, ça va être vraiment le grand tournant pour Sorare. En vrai, la NBA, tout ça, c'est sympa, hein, la MLB, mais leur cœur, c'est pour l'instant le foot. Et la Première Ligue, c'est le top du foot. Et tout le monde, depuis que je pense depuis le jour où je suis arrivé, donc depuis mars 2021, tout le monde ne parle que de ça, ne parle que de la Première Ligue. Le jour où la Première Ligue, blablabla. Je pense que c'est leur premier vrai test. En gros, c'est maintenant, en tout cas le jour du lancement de la Première Ligue, qu'il doit y avoir beaucoup mieux dans le nombre de managers, etc. Je pense que tous les managers qui sont là depuis assez longtemps, on dit ça tout le temps. C'est vous allez voir, les Anglais, ça rigole pas, l'afflux massif de joueurs de managers qu'il va y avoir. Je pense qu'il y a une raison aussi par laquelle beaucoup de gens sont toujours là, hold their carte, etc. C'est de se dire voilà, le jour où les Anglais ils vont débarquer, on va devenir tous multimillionnaires. Évidemment. On va connaître un nouveau gros pump. On va vivre un nouveau gros pump. Un pump que beaucoup attendaient lors de la rentrée, le début des août-septembre de cette année, qui a pas forcément eu lieu. Mais il y a quand même eu en juin-juillet, les championnats européens, c'était n'importe quoi. Hein. Les prix des cartes, les gens ils se sont bâtis des équipes en payant très très cher. Mais il y en a certains qui attendaient. Tout le monde attend les Anglais encore plus que en fait tout le monde attend les Anglais plus que la Première Ligue, je pense. Et du coup, pour moi, Sorare, ils doivent pas se rater. En gros, ok, on prépare le terrain, donc voilà, on a mis la deuxième division. Vous avez compris, il y a la Première Ligue qui va arriver. Nous, on prépare nos trucs. Et je pense qu'il faut qu'ils préparent un truc énorme. La communication qu'il doit y avoir, c'est c'est au minimum comme ce qu'il y a eu pour la Liga. La Liga, c'était pas mal. Hein. Après, on était un peu, moi perso, j'étais un peu déçu par le lancement des deux autres, du coup, la Bundesliga et l'Italie, parce que à côté, quand même, ils te font venir en Espagne, ils te font venir Eto'o, il y avait qui d'autre? C'était Piqué qu'il y avait aussi, je sais plus si c'était Piqué. Il y avait du football, ça respirait le football, t'avais une grosse présentation, et ça, l'annonce de l'Espagne, elle claquait. Et là, tu te dis, pour la Première Ligue, déjà, il y a les pubs Sorare partout en Angleterre, sur les terrains. Je pense que t'as vu, quand tu regardes un match, maintenant, il y a marqué Sorare. J'espère qu'ils vont faire très très belle com pour faire venir des gens. Après moi vraiment c'est plus pour kiffer la Première Ligue. Il y a quand même des pépites dans tous les sens. Là c'est peut-être un bon moyen de revenir en Europe. Là il faudra débourser, parce que si t'attends la Première Ligue, et si effectivement la Première Ligue vient, il y a toute l'armada des Anglais dingues de Football Manager qui vont débarquer en mars, et effectivement là les prix, en tout cas pour les joueurs de la Première Ligue, j'ose même pas imaginer Manchester City, etc. Enfin, ça va être de la folie, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'en fait, je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour nous, pauvres petits managers, qui vont pas pouvoir s'acheter. On jouera avec les cartes de Nottingham Forest, c'est pas. Ouais, je sais pas. Ouais. On achat revente, alors parce que pour les SO5, je suis pas certain que. que ça va pouvoir rapporter. Mais là, comme je t'ai dit, j'ai une dizaine de netto. Ils jouent à Bournemouth en Angleterre. Elles ne servent pas à grand chose, les cartes. Hein. Ils prennent des 4-0 à chaque match. C'est compliqué. Première Ligue, mais bon, l'année prochaine, il sera en deuxième division. Ça sera pas mal. Ouais, Championship, ça peut bien valoir aussi. Surtout qu'on peut les utiliser en U23 et en AS, donc c'est très très bien. Écoute, voilà, ça c'est la petite parenthèse. Mais pour en revenir au sujet d'actualité, donc c'est une super annonce, et c'est un peu qui tout double, le premier qui tout double pour Sorare. Si ça explose tout, ça sera génial pour tous les managers
déjà présents. Si ça se passe un peu, si l'intégration de la première ligue se passe pas à la hauteur des espérances de tout le monde, bon, ça fera peut-être un petit temps d'arrêt, mais voilà, en tout cas, Sorare, j'ai quand même l'impression que c'est vachement solide. Moi, tout ce qu'ils font, T'es très optimiste, en tout cas, sur le futur et l'évolution, quoi. Non, j'ai pas trop de doutes. Je t'avoue que j'ai bien confiance en tout cas c'est pas en des personnes, etc. Mais c'est vraiment, quand tu vois une société qui débute et qui réussit à, en tout cas, prendre les licences du sport le plus populaire au monde, et dans le domaine en ce moment, c'est le seul domaine qui marche un peu, c'est voilà, les NFT, en tout cas, crypto, voilà, ça a baissé un peu ces derniers mois, mais quand même quand tu te prends sur les 5 dernières années, ça a connu une évolution dingue. Donc en 3 ans, les gars, ils ont réussi à sécuriser toutes les licences, toutes les plus grosses licences du sport le plus populaire, et 2 autres sports extrêmement populaires. Tu te dis bon, voilà, l'avenir il leur appartient. Ouais, le train est en marche. Qui pourra plus se mettre à leur niveau. C'est vrai. Le train est en marche et je pense que ça va continuer. Maintenant, on verra. En tout cas, la progression est toujours intéressante. Là, on vient de dépasser 160 000 managers. C'est lent, mais c'est constant. Voilà, il y a une moyenne de 300, 400 nouveaux managers qui achètent une carte quotidiennement. Donc c'est pas mal. En tout cas, il faut que ça augmente tranquillement, que ceux qui sont déjà là, ils puissent continuer à gagner un petit peu avant que tout le monde arrive aussi. Enfin, il y a plein de choses. On sait qu'il y a des écueils avec le système de jeu actuel s'il commence à y avoir trop de joueurs. Comment tu vas faire pour que tout le monde puisse gagner rien qu'un tout petit peu, etc. Il va falloir sûrement changer le mode de jeu. Enfin bref, il y a plein de grosses questions qui sont traitées tous les jours sur Twitter par énormément de comptes. Et c'est vrai que faut pas que l'afflux, je comprends, faut pas que l'afflux soit trop énorme. Bah écoute, voilà pour la petite parenthèse c'est quand même cette très très belle annonce pour l'évolution de Sorare Football. On va attaquer la dernière partie qui est le questionnaire rapide. Tu es prêt? Allez. Et donc là c'est rapide, il faut que c'est des réponses courtes parce que tout à l'heure j'ai pas l'impression d'avoir fait beaucoup de réponses courtes. Non, là c'est un peu plus court. D'accord. Mais c'est pas grave, tu peux développer, mais pas trop là. Tu vois, ton joueur préféré dans la vie réelle est sur Sorare et la raison pour laquelle tu l'as choisi. Alors mon joueur préféré dans la vraie vie depuis 15 ans, c'est Zlatan. Voilà, j'ai eu de la chance, je suis abonné au parc et le jour où il a signé, c'était la fête. Hein. C'était fou, je le suis depuis Football Manager, je sais pas, 99 ou 2001, je sais plus, quand il avait 17 ans et qu'il cassait tout. Et voilà, et je suis très heureux de le voir. Je vois très souvent des buts de lui dans sa carrière, etc. Mais quel plaisir à avoir joué. Vraiment, c'est exceptionnel. Et je suis content qu'il continue même à 41 ans et j'espère qu'il continuera encore longtemps. Et dans Sorare, par contre, il est d'aucune utilité et mon joueur préféré, c'est Hulk, comme j'en ai déjà parlé. Voilà, Hulk, je me suis même imprimé ma carte de Hulk sur un maillot tellement je l'adore cette carte. Là, j'ai mon t-shirt perso avec ma carte Hulk. De toute façon, c'est mon NFT, il m'appartient. Génial. Et voilà, il fait des scores de fou. J'en avais même plusieurs à un moment et je le mettais, j'avais quasiment en All-Star, en spécialiste et en America, j'avais Hulk. Carrément. Tellement j'ai confiance en lui et en son scoring. Et en plus, les deux joueurs que tu as choisis, pour un amateur de cinéma, je trouve que ces deux-là, ça pourrait être vraiment des acteurs, quoi. Tu vois, c'est vraiment deux profils atypiques. T'as pas l'habitude de voir dans le monde. Enfin, deux personnages, quand même. Hein. Mais c'est ça, moi, je suis fan avant tout je pense, de caractère, avant d'être fan de joueurs de foot. Là, c'est vraiment, tu les as bien choisis. Après, alors, ton plus beau, question facile, ça. Ton plus beau résultat? Non, mon plus beau résultat. Oui, c'est quand même celui-ci. Le dernier, la première en Asia Rare Pro avec une équipe qui vaut mon équipe elle doit valoir le prix d'une carte de celui qui arrivait deuxième ou de celui qui arrivait troisième. C'est quand même complètement fou. En plus c'était le premier match de la Game Week, donc mon premier match à la 60e, j'ai 330 points. Je me dis je vais peut-être avoir une reward. Je finis à 460 et je vois que derrière il y a des gros joueurs, mais tous les joueurs se ratent les uns après les autres. Du coup j'ai suivi tous les matchs des gros joueurs et jusqu'au dernier match. Et lundi matin il y avait un match de Corée entre les deux derniers et celui qui était juste derrière moi, il avait un joueur de l'une des équipes et heureusement il s'est foiré aussi et son équipe perd 2-0 et du coup je garde la première place et j'étais très content.
Ouais, 460 Vraiment, je points, pensais pas gagner. J'ai magnifique. pas du tout une galerie faite pour gagner. Je gagne avec en plus mon équipe de cœur. Enfin, vraiment, pour le coup, le résultat, il est juste parfait. Ah, c'est d'autant Et plus je gagne gratifiant. juste avant l'interview, où comme ça, je peux vraiment, vraiment savourer de le dire en plus. Et ça, c'est aussi très agréable. Ah bah écoute, je t'avais félicité sur Twitter, je te le félicite encore ici. Et donc pour le coup, Merci. c'est certainement ta plus belle récompense. Enfin j'ai vu que qui tu as gagné, mais je te laisse l'honneur de Oui, l'annoncer j'ai gagné ici. Kosei Tani, c'est donc un jeune gardien japonais qui est titulaire depuis 2 ans dans un club où il est prêté par Gamba, en plus le club dont j'ai un stack, donc c'est pareil, c'est sympa. Et il est 3e gardien du Japon déjà à 21 ans. Et bon, après il y a des petites rumeurs en D2 allemande, j'aime pas trop, mais on verra ce que ça donne. Il y a aussi des rumeurs, je crois, chez Kawasaki, donc on va voir ce que ça donne, mais ça pourrait, en tout cas, c'est une très très belle carte. Je pense que je vais la garder. Et voilà. Mais j'ai eu globalement, j'ai eu pas mal de chance sur les récompenses, assez souvent. Aussi parfois quelques malchances, mais très souvent, je me dis, waouh, enfin, des T2, des fois, tu tombes sur des trucs qui sont vraiment pas mal. C'était pour dire, les récompenses, c'est bien. De toute façon, Ouais. toutes les Bah, récompenses. écoute, ça sont fait le contre-pied aussi à rapport à ce qu'on peut lire sur Twitter ou Discord, voilà, des gens, ouais, regardez, c'est une T1 ou une T2, tout éclaté. Ouais, ça peut arriver, mais l'inverse, ça arrive aussi et on n'en parle pas assez souvent, je trouve. Ah ouais. Non, j'ai eu une chance au tirage, tu vois, c'est pas ma plus belle récompense, mais à un moment, je finis T3 en Amérique et je récupère Bono, le gardien de Toronto, qui était devenu titulaire, qui avait pris la place de Westberg la semaine d'avant. Donc je me retrouve avec un gardien titulaire pour une 112e place. Bah, t'es content, en fait. Incroyable. Tu vois, t'es là. Je pense que j'en avais parlé, du coup, que j'étais très content d'avoir eu ça. Mais non, et ce qui est bien aussi, c'est le lancement des championnats. D'ailleurs, j'en profite. S'il y a des gens qui, même si ça sera diffusé sûrement après la première Game Week, mais là, il y a les secondes divisions qui commencent. Et quand on regarde vraiment le nombre de joueurs pour l'instant inscrits à la compétition et le nombre de rewards, et ben, je me dis que ça vaut pas mal le coup, et surtout que tu gagnes une récompense de seconde division, suivi que ça soit un joueur espagnol de D2 un peu moyen. Comme la D2 espagnole continue pendant toute la Coupe du Monde, je pense que leur valeur elle va être très sympa. Ouais. Moi, je conseillerais de jeter un petit coup d'œil à cette compétition. Si jamais même on a que 3-4 cartes, de les mettre. Il y a tellement de peu de gens qui sont lancés dedans qu'on peut avoir la surprise de gagner quelque chose. Ouais, tout à fait. C'est aussi un conseil que je donne, ou même pour des managers qui ont pas mal de cartes pour la Coupe du Monde et qui cherchent à compléter, mais alors après c'est des prix élevés, je dis regarde en Liga il faut, 2 là, c'est vrai qu'il ça faut peut plus être intéressant pour compléter. Non, mais la Ligue 2, c'était plutôt une assez bonne surprise quand même. Ouais. Globalement, pour le coup, on s'attendait pas du tout. Enfin, moi, je m'attendais pas. Il y a quelques comptes qui s'y attendaient a priori, mais ouais, j'y attendais pas du tout. Et ça a donné de l'utilité à plein de cartes. Personnellement, j'en avais pas, mais il y a des gens qui se retrouvaient qui me disaient ah là là, mon joueur il a été transféré en Ligue 2. Je vais le garder jusqu'à ce que le club remonte ou qu'il soit retransféré. Et ils sont retrouvés avec des cartes qui étaient utilisables et c'était vraiment très très appréciable. Ouais, c'est vraiment une bonne nouvelle. Plus personne n'a peur de la descente. Ton plus gros coup de poisse, si t'en as... de D1. Je passe à la question suivante. Ton plus gros coup de poisse. Alors, je t'avoue, j'ai longtemps réfléchi. J'ai pas trop eu de coup de poisse. Comme de toute façon, comme je joue pas vraiment le SO5, j'ai pas d'histoire à raconter avec. J'avais les 4 qui ont fait un 90 et mon gardien il s'est retrouvé DNP à la dernière seconde parce qu'il s'est blessé à l'entraînement. J'ai pas trop connu de trucs comme ça. Il y a un peu l'exemple que t'as donné tout à l'heure, Germain, avec tes 10 Arthur que tu as acheté en espérant qu'il soit titulaire dans notre équipe et finalement t'as dû garder les cartes, donc ça peut être aussi considéré comme un peu de malchance quoi. Ça peut être ça, mais après il a été transféré, c'est ça qui est génial avec Soir, c'est que tu perds jamais en fait, tu gardes tes trucs et il a été transféré, j'ai quand même revendu le double de ce que j'avais acheté, même si c'était que 6 mois plus tard. Mais dis-moi dans quel domaine tu peux avoir des choses que t'achètes et t'es quasiment sûr dans l'année de pouvoir les revendre 2. Il y a quand même très très peu de domaines. Sorar c'est quand même c'est un jeu avant tout, mais en termes placement financier, je trouve ça pas mal. C'est pas sûr du tout. C'est vraiment pas sûr du tout parce qu'on sait pas ce que ça va devenir. Les cryptos, on sait même pas ce que ça va devenir les cryptos, etc. Mais en tout cas, c'est très très prometteur. Et sinon, j'ai quand même trouvé un gros coup de poisse. Et ça, c'est
c'est en fait c'est plus qu'un coup de poing, c'est vraiment une énorme erreur de ma part. Et ça c'est très 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 grave, enfin très important quand on fait de la R, c'est de savoir revendre sa carte au bon moment. Et dernièrement, à la reprise du championnat, Smolov, qui joue au Dynamo Moscou, c'est un attaquant, commence, il fait 3 fois 96 ou un truc comme ça d'affilée, et son prix il augmente, voilà, il coûte 150 normalement, son prix il augmente à des tarifs hallucinants, je crois que c'est monté à 0.8 vraiment en 3 matchs, en 3 matchs de championnat, et on m'a fait une offre à 0.760 un truc comme ça. Là, c'était Otamendi qui valait 500 plus 260. J'ai refusé parce que j'ai dit non, c'est 800 parce que voilà, c'est 800, je suis sûr qu'il va marquer, j'étais un peu présomptueux. Et bien sûr, il s'est blessé juste après et il doit valoir à peu près 200 maintenant. Donc voilà, et je pense que voilà, la chose à savoir faire quand on fait de la R, c'est de savoir lâcher ses cartes quand il y a une belle offre. Donc voilà, ça serait mon conseil. Et pour les pires coups, en gros, les pires déceptions sur le jeu, c'est que des offres que j'ai pas acceptées alors que j'aurais dû, ou j'étais trop gourmand. Ok. Après, Smolov, on verra bien après, à la reprise, là, il reste quoi, un petit mois de compétition. Il devrait se remettre et recommencer à scorer. Je l'espère aussi parce que je l'ai, c'était sûr. Ouais. Écoute, ton joueur à suivre maintenant. Alors, mon joueur à suivre, c'est un joueur que j'ai eu la chance de rencontrer dans la vraie vie. Il est complètement hors des radars sur Sorare, etc. Je pense une cinquantaine de cartes de lui quand il était à Ostende. C'est un joueur camerounais qui s'appelle Fabrice Ondoa. C'était le gardien pendant la CAN que le Cameroun a gagné. Et en vrai, c'est un gars, il est vraiment hyper humble, hyper sympa. C'est le cousin de Onana, mais il était titulaire devant Onana en fait, en équipe du Cameroun. Il est extrêmement fort, extrêmement doué. Il jouait à Ostende en Belgique, d'où les cartes Sorare. Et il a eu un petit souci avec le club, un souci dans la vie privée, je crois. Et donc il a été viré par Ostende, qui du coup galère avec ses gardiens maintenant, et il s'est retrouvé sans club. Maintenant, il est en Lettonie, je crois, ou en Lituanie. Attends, parce que j'aime pas dire des bêtises. C'est Lettonie. Je viens de regarder. Et voilà, il est à Oda. Donc Oda, c'est une équipe qui est vraiment pas top. Lui, il appartient au leader du championnat. Il a été prêté là-bas parce qu'ils avaient déjà un gardien. Et en fait, il fait que des clean sheets, que des matchs de ouf. C'est le capitaine. À Oda, il est arrivé en début de saison et il est vraiment, c'est un gardien fantastique. Les Camerounais, ils l'adorent et je pense qu'il le voudrait bien en équipe nationale. Et je suis persuadé qu'il va arriver, qu'il va revenir en Europe. Il est vraiment, et quand il sera en Europe, il va faire des matchs de fou. Hein. Vraiment, c'est un excellent gardien. Il fera pour moi, il va faire des scorings dingues. Je l'avoue, j'en ai pris 3, hein, parce que voilà, je l'avais pris parce que encore une fois, voilà, j'adore le gars. Et il est peut-être un peu cher là en ce moment à 0,100 sur le marché. Moi, j'essaierai de négocier si quelqu'un est intéressé. Mais voilà, en tout cas, sachant qu'il y a plein de gens qui commencent Sorare en se disant, qui commencent sur les rares, en disant, je vais pas prendre de gardien, mais je vais dépenser un peu parce que je suis obligé d'en prendre un pour jouer les paliers. Je me dis, autant tenter un gardien qui a une chance de devenir titulaire. Et lui, c'est mon joueur à suivre. Ok. Écoute, je ne connaissais pas du tout, donc c'est bien. Tu nous fais découvrir des nouveaux joueurs. Alors, il y a un truc, c'est que même les matchs de Lettonie de joueurs qui ne sont pas dans Sorare, je me retrouve à les regarder. Mais c'est fou. Vous pouvez, il y a sur YouTube des résumés des matchs de son équipe et vous allez voir comment il arrête tout. Il est trop fort. J'adore. Vraiment, en plus, je vois qu'il a que 26 ans, donc à regarder Fabrice Ondoa. Alors, dernière question de ces questionnaires rapides. J'ai remplacé la question bateau à quels sont les 3 onglets parce qu'il y avait régulièrement les mêmes réponses et je l'ai remplacé par si tu avais Nicolas Julia devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Comme tout à l'heure, je l'ai dit déjà, je dirais bravo. C'est vraiment pas mal. Non, et là vraiment le truc pour moi, mais c'est peut-être parce que je suis dessus depuis trop longtemps et que je passe plus du tout par cette case-là. Mais c'est vrai que là, le travail il est fantastique, le projet il est très très prometteur. Voilà, pour moi, le seul truc qui manque,
c'est que je trouve pas Sorare assez fun. Voilà. Sorare, à la fois le jeu et à la fois tout ce qui existe en fait autour de la marque Sorare. Bon, heureusement, il y a quelques initiatives comme par exemple le Sorare Football Club qui sont partis de joueurs de Sorare, je crois. Et ça c'est mortel. Et c'est vrai que ça, ou tous les médias qui sont faits par justement les gens sur Twitch, sur YouTube, etc. autour de Sorare qui font vivre. Tu disais que tu avais eu Vitali comme invité. Vitali, il a fait beaucoup, je trouve, pour rendre abordable les datas. Et voilà. Et pour moi, Sorare, c'est un peu trop des datas et ça manque vraiment de dimension où tu t'éclates. Et là, rien que là, sur la MLB, j'ai trouvé c'était mieux déjà. Sur la MLB, j'ai suivi un peu ce qu'ils font, etc. Et là, par exemple, pour les 20 premiers, enfin en tout cas pour le vainqueur de la compétition en Espagne pour les billets là dernièrement, ils ont fait une petite animation en partageant l'équipe du premier. Et voilà. Ça c'est le minimum. Voilà, mettez en avant les vainqueurs, faites des choses comme ça. Ça c'est le minimum. Et aussi ça rendra le jeu plus accessible. Ça permettra d'avoir. C'est plus parlant. Enfin, mais il manque du contenu. Il manque le côté humain de Sorare. En fait, c'est la dimension populaire. Je sais qu'ils veulent plaire à tout, ils veulent plaire au plus de gens possible. Mais pour moi, pour l'instant, c'est trop un logiciel. C'est trop un logiciel. Et encore, ils ont changé entre la toute première version quand j'étais justement passé à l'été 2020 et maintenant c'est beaucoup plus abordable. Évidemment maintenant ça n'a rien à voir, mais il manque ce côté populaire où tu dis que le monsieur tout le monde il va pouvoir venir et comprendre ce qui se passe et vouloir interagir et vouloir participer, etc. Quand t'as eu, moi j'ai trouvé génial le Media Sorare de la dernière fois, c'était avec Podernos, et parce que Podernos tout ce qu'il a fait c'est de présenter le jeu aux auditeurs, et ça c'est un truc qui manque, qui est même pas, je sais pas, il y a tellement de gens qui sont sur le jeu. Enfin, prenez un ambassadeur, un vrai qui soit là uniquement pour montrer aux gens. Faites des vidéos avec lui. Faites des jeux. Enfin, il y a tellement de choses à faire autour de Sorare pour faire exister et la marque et faire vivre un peu le site. Je trouve que c'est dommage. Par exemple, tu vois, j'ai une victoire. Je suis tellement content de ma victoire et je vais sur Sorare Data. C'est tout con. Il y a la petite coupe pour marquer que j'ai déjà été champion. Il faudrait avoir sur le profil de chacun, oui, voilà, lui, il a déjà gagné une compétition. Tu sais, c'est une fierté quand même. Quand t'es là, t'es pas juste un collectionneur de cartes. Tu participes à un jeu. T'as envie de mettre en avant. T'as envie de ton espace personnel. T'as envie qu'il soit défini. Ça fait quand même 2 ans que mon fond d'écran c'est le même. J'ai pas touché. Tu vois, mon fond de galerie c'est le même. J'ai pas touché. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de passer, encore plus de temps. Faut pas que je dise ça parce que bon, c'est contraire à ce que tu disais, mais de pouvoir personnaliser ce que je fais, ce que je suis et tout sur Sorare. Ok, il y a aussi ce système, il y avait aussi tu sais, le truc des récompenses là où il y a une espèce de points, des trucs tu sais, il y avait des trucs à monter là où il faut avoir 20 cartes du même joueur, où il faut avoir les pièces là où tu pourrais, des cartes c'est ça, pour avec la le même bannière, numéro que le truc, mais ça existe, mais ça n'a aucun intérêt. Et je suis sûr il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites pour rendre le jeu beaucoup plus fun. Voilà. Ok. Bah écoute, on taguera Nicolas Julien par rapport à ça. Merci pour ton retour. Écoute, si ça peut peut donner des idées, mais vraiment, je pense que de toute façon ils doivent en être conscients. Je pense que les aussi, gens après ils doivent mettre des priorités. Personnaliser vraiment, c'est comme, même une mauvaise référence. FIFA, tu peux personnaliser qui tu es. T'as envie d'avoir l'équivalent de ton maillot, l'équivalent de tes trophées visibles sur le site, entre autres. Toute dernière partie, Germain, on va attaquer les questions des auditeurs. Alors il y en a eu quand même quelques-unes. Je vais commencer par question de Marou FC, donc qui dit hello la team. Will Smith, tu fais des giveaways assez sympas dans le but d'aider et d'apprendre aux nouveaux arrivants. Aimerais-tu que d'autres managers fassent de même? Et que penses-tu de l'onboarding sur Sorare? Tu vois, j'étais en train d'en parler presque il y a 2 minutes. Bon, de toute façon, en tout cas,
cas, c'est gentil, c'est très très bienveillant comme message. Mais moi, je fais des giveaways parce que vraiment, c'est voilà, comme je te dis, en fait, c'est la partie où je trouve que ça manque de fun, effectivement. Du coup, j'aime proposer voilà des cartes que j'utilise pas forcément et je me dis que pourrait être voilà utile à des managers débutants. Souvent, je fais jouer que des managers débutants et je trouve des jeux. La dernière fois, c'était voilà, tu prends 4 défenseurs en Autriche et tu dois faire le plus gros scoring, des trucs comme ça. C'est des petits side games parce que je trouve que les cartes de Sorare, c'est très très, ça peut être utilisé à plein d'escients différents et que en vrai, c'est des petits tests parce que je me dis il y aura peut-être la place de créer des vrais side games. Je dois avouer, je suis pas du tout fan de Sorare Mega. Je trouve que c'est incompréhensible de faire exactement le même mode de jeu que le jeu qui existe déjà et de récompenser encore les managers qui gagnent déjà. Je comprends pas. Et pourtant, je sais que tu as fait une très très bonne place dernièrement, non? Ouais, j'avais terminé premier en Méga 11 et j'étais super content parce que j'ai pris Evander en rare qui est un des meilleurs milieux challengers du jeu, donc j'étais super content. Mais je comprends ton raisonnement. Hein. Après, c'est vraiment une roulette. Il y a tellement d'équipes, enfin que terminer dans les 11 premiers, enfin c'est juste un miracle, quoi. Hein. Oui. Mais souvent, ça va être les mêmes qui ont déjà des récompenses. Enfin, en gros, pour moi, les side games devraient exister pour faire gagner d'autres joueurs que les joueurs qui gagnent déjà, ou alors ils sont trop forts et ils ont gagné sur l'autre formule de jeu. Mais enfin bref. Et du coup, non, je demanderais pas aux autres managers de faire la même chose parce que c'est quand même. Du coup, c'est comme si je distribuais de l'argent. Donc moi, je le fais, ça me dérange pas parce que j'ai gagné j'ai gagné plein de cartes sur ce jeu, ça me dérange pas d'en redistribuer. Et en revanche, je demanderais pas aux autres de le faire. Et s'il y a un truc, c'est par rapport à l'onboarding, j'ai un peu pas trop compris. Il y a un truc que j'ai pas compris sur l'onboarding, c'est d'avoir par exemple la compétition kick-off, de l'avoir laissée ouverte à tous les managers. Et d'ailleurs, les commons, c'est pareil. Je comprends pas pourquoi des joueurs qui jouent dans d'autres compétitions peuvent participer aux commons, sachant que le but du jeu c'est d'être un free-to-play et de gagner des cartes avec. En fait, en gros, c'est de faire venir des gens sans qu'ils aient besoin forcément de sortir. C'est vrai que c'est deux compétitions que j'aurais pas forcément ouvertes à tout le monde. Mais à l'époque, quand les limited sont arrivés, j'étais partisan de pas laisser rentrer sur les limited des joueurs qui jouaient en super rare, etc. Il y a vraiment ce truc où j'ai quand même l'impression que pour donner envie aux joueurs de continuer, il faut leur laisser une chance de gagner et en laissant tout le monde participer à tout, ça réduit les nombres de chances pour tout le monde. Ouais, je te rejoins là-dessus. Raison pour laquelle je suis pas en limited. Voilà. Et aussi par manque de temps. Non, mais c'est vraiment aussi pour ça. Voilà. C'est déjà assez, d'être dans deux, même 3 divisions que d'en rajouter encore une autre, mais, ouais, c'est mon avis personnel. Autre question, Raditz13 qui pose la question, mais tu as un peu répondu, c'est comment fais-tu pour anticiper les DNP en Asia? Est-ce à la portée de tout manager? Je pense que oui, dans la mesure où il y a tellement d'outils maintenant. Play Sharper, c'est pas mal. Hein. Play Sharper, ce qu'il propose, c'est très très bien au niveau des prédictions. Et il y a 3-4 comptes à suivre en Asie pour quasiment être sûr de rien rater. En Amérique, t'as Betcode et 8 de pique qui font les prédictions chaque jeudi après-midi et qui te permettent d'éviter les DMP. Au Brésil, t'as Lucato sur Twitter qui te permet, pareil, il fait ça au début de chaque game week, avant la validation de chaque game week, mais t'as les dernières infos sur tous les joueurs en Brésil. C'est à partir du moment où t'as Twitter, tu suis les 5-6 bons comptes, t'as quand même une chance d'éliminer 80% des DMP en Asie et en Amérique. Ouais, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui suivent ces championnats. Il y a aussi Play Sharper. Enfin, il y a pas mal de. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de canaux d'information qu'il y a 6 mois ou encore 1 an. Ça, c'est une certitude. Dernière question. Il y a beaucoup de passionnés qui partagent énormément de choses. Hein. Vraiment, en fouillant sur Twitter, hein, tu trouves des comptes qui résument tout et comme ça offert à tout le monde. C'est dingue. Ouais, tout à fait. Dernière question de
DB, donc est-ce que t'es plutôt fan de Will Smith, la saga Men in Black? Bon bah t'es fan de Will Smith. Non, il met plus sérieusement juste le féliciter pour ton travail d'achat-revente, te remercier pour ta bienveillance envers les autres managers ainsi que ton aide apportée aux nouveaux avec tes giveaways et tes défis un peu décalés. Et alors, donc ça c'est vraiment très sympa, je voulais terminer là-dessus. Ouais. Et si t'avais 5 joueurs à conseiller à suivre pour de l'achat-revente, même un, mais voilà. Dès que t'as déjà dans ta galerie comme ça. Non, mais c'est même pas une question de ça, c'est que en vrai, à partir d'aujourd'hui, en Asie, en Amérique, peu importe qui t'achète maintenant, t'es sûr que dans 5 mois, tu feras une plus-value. Ça c'est certain. J'ai pas beaucoup travaillé dessus dernièrement. Moi, j'avais travaillé dessus il y a 15 jours, mais en 15 jours, le monde, en fait, le truc, c'est que sur Sorare, tout change à une vitesse hallucinante. C'est aussi pour ça que la communication, c'est très important avec les joueurs. C'est que, le temps est dilué, ça n'existe pas de la même façon sur Sorare. Tous les 3 jours, tout est remis en question, etc. Moi, j'avais fait une sélection, par exemple, je vais te dire, même, par exemple, Saloy, c'était l'attaquant que je voulais en rare, et parce que c'est un super attaquant. Il était un peu en méforme à MLS. Il a re-signé son contrat pour 3 années en tant que joueur désigné, et donc il y a 15 jours, tu pouvais l'avoir à 110 max. Et bon depuis qu'il a re-signé son contrat, il a retrouvé des ailes. Il a été décisif sur les 3-4 derniers matchs, et maintenant il vaut 300. Donc voilà, tu vois, c'est sur des instants T. Dès que tu saisis une opportunité, faut foncer. Je me suis pris dernièrement le gardien de la Corée qui était à Kashiwa Reysol et qui est parti jouer en Arabie Saoudite. Donc c'est pareil, il était tombé très très bas son prix. Je me suis dit, le risque c'est quoi? L'Arabie Saoudite sera peut-être un jour couverte, ou au pire il va retourner en Corée. Et de toute façon, au pire, j'ai un gardien pour la Coupe du Monde, son prix pendant la Coupe. Enfin, j'avais 3 possibilités de le vendre, donc je me suis dit, je prends pas un gros risque et j'y vais. Et voilà. Et pour être plus précis, si je dois donner 5 joueurs maintenant, déjà je dirais Jen Soji. Voilà, c'est le défenseur central de Gamba Osaka, avec qui j'ai gagné la compétition. Il doit valoir, je pense, 0,003 en limited. Il s'est embrouillé, je crois, avec la direction. Il va sûrement partir dans un gros club de G-League. Il sera titulaire l'année prochaine. Il va faire des scorings de dingue. Aucun doute là-dessus. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est le genre de joueur où dans 3-4 mois, t'es content de le revendre en ayant fait x5, x10. Voilà. Après, ça va être beaucoup de joueurs comme ça, en fait. En vrai, comme je t'ai dit au début, tous les joueurs Asie, tous les joueurs Amérique, tu peux y aller maintenant, tu peux foncer. Il y aura, voilà. Si t'as pas peur, si t'évites juste la descente ou un transfert à l'étranger, il n'y a pas de raison qu'ils valent pas plus dans 4 ou 5. Bien entendu. Ok. Bah écoute, on arrive à la fin, Germain. Je te remercie pour tout ton partage, ta participation et les nombreux conseils et avis que tu as, d'avoir été aussi assez transparent aussi par rapport à ton aventure Sorare. J'apprécie vraiment beaucoup. Écoute, je te souhaite une bonne fin d'après-midi. On se tient au jus de toute façon dans le futur, et j'espère qu'on aura le temps d'échanger plus longtemps la prochaine fois qu'on se verra en live. Oui, faut pousser Monaco 76 à réorganiser ça, hein. C'était super, hein. Ouais, génial. De rencontrer d'autres managers. Au début, tu te dis, ok, je vais voir quoi? Je vais voir des geeks et tout. Et en fait, non, c'est vraiment tous les managers, ils étaient vraiment cool. Et c'est vrai, souvent, moi, je suis assez étonné par la bienveillance qu'il y a dans la communauté Sorare, où tout le monde est gentil. T'as l'impression que tout le monde est gentil. Il y a jamais de clash sur Sorare. Et il y a eu des petites histoires de par-ci par-là. Ouais, ça arrive de temps en temps. Globalement, tout le monde, en tout cas, quand on discutait, tout le monde y allait de son conseil, tout le monde a son truc, et je te partage des choses. Et si tu veux, on se prêtera des joueurs, on fera des trucs ensemble. Et vraiment, de faire une réunion avec, je sais pas, on était combien? On était près de la 60aine ou plus, non? Ouais. Moi, je dis une bonne trentaine, mais c'est possible que on était pas loin de 50. Je pense qu'on s'est monté plus que ça, beaucoup plus que ça, hein. Et c'était vraiment sympa. Mais là, justement, il y a plein d'activités qui se mettent en place. Là, il y a les foot. J'ai vu qu'il y en a qui allaient partir sur certains Discord. J'ai vu qu'il y en a qui se louent une petite maison tous ensemble pour se retrouver un week-end entre joueurs de Sorare. Je trouve ça magnifique. Moi, je sais que je suis abonné au parc. J'ai plusieurs places. J'ai déjà proposé à des managers de venir avec moi et tout quand j'ai une place libre. Et voilà,
c'est l'ambiance, elle est vraiment cool. Elle est vraiment très très cool. Et voilà, et c'est aussi pour ça que ça me dérange jamais de prendre du temps, de donner des conseils et tout, parce que voilà, c'est toujours assez agréable d'échanger avec des fans, des passionnés, etc. C'est un excellent mot de la fin. Merci à toi, Germain. Merci beaucoup pour l'invitation. Vraiment, pour moi, c'est passé en 2 minutes. Voilà, j'espère que on aura autant de plaisir à l'écouter. Vraiment, c'était super. Merci beaucoup. Encore merci à Germain et à vous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, merci de le partager autour de vous et de mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour écouter notre podcast. Ça nous aide beaucoup. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, comme d'habitude, des excellentes Game Week et des jolis rewards. C'était Magic Mehdi de Mediasorar.com. Mediasorar, le premier podcast francophone dédié à Sorare.